créateurs d'entreprises qui durent sont des héros des temps modernes. Je m'appelle Jean Barluet, développeur de business et passeur d'histoire. Je roule sur un quart nord-ouest de la France à la rencontre des patrons de boîtes. Avec le podcast Small is Beautiful, nous irons écouter chez eux ces entrepreneurs qui nous racontent les premières années de leur entreprise, les premiers contrats, clients, fournisseurs, toute la fragilité et l'excitation des débuts. Ce podcast est produit par K-Studio, agence créative, conseil en communication. Nous serions ravis de vous accompagner dans vos projets. N'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse contact@kstudio.fr. Puis sur le bouton, on va regarder déjà juste un tout petit peu la tête des courbes. Ouais, ça a l'air si d'aller. un petit peu. Voilà. Ouais, ça me paraît bien. Eh ben écoute, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Olivier Martineau, le patron de Spread Family. Alors je sais plus comment on dit. On dit que Spread, Est-ce effectivement. que Spread, ok. Bonjour. Spread. Bonjour Olivier. Je te remercie de nous accueillir dans tes bureaux pour ce premier podcast de Small is Beautiful. Tu es mon Avec invité plaisir. premier d'honneur. Tu m'as fait la gentillesse d'accepter et j'en suis ravi et honoré. Olivier, on va parler forcément de Spread, de l'histoire de Spread. Avant de parler de l'histoire de Spread, on va parler de l'histoire de l'un de ses fondateurs, en l'occurrence toi, de ton parcours, de tes origines, comment t'en es arrivé là, pour qu'après on puisse effectivement parler avec un focus plus pointu sur Spread hier, avant-hier et puis bien sûr aujourd'hui, quoi. Avec plaisir. Olivier, peux-tu commencer par te présenter, s'il te plaît ? Donc, je suis Olivier Martineau, j'ai maintenant 48 ans et je suis originaire de Tours. Je suis passé par Strasbourg. Je suis marié, j'ai 2 enfants, voilà. Okay. 2 grands enfants, enfin 2 moyens enfants. Moyen, ado, quoi, c'est ça ? Ils ont passé 18 ans, mais ils sont toujours à la maison. Voilà. Ok. Ok. Ils consomment de la bande passante Internet. Ils se plaignent de la bande passante, surtout. Logique. Ok, donc originaire de Tours. Comment t'arrives à Rouen en fait ? Alors en fait, d'abord je suis parti à Strasbourg parce que j'ai fait 18 ans à Tours, 15 ans à Strasbourg, je suis parti pour les études. Ouais. Tu vas être obligé de couper. C'est pas grave. Non, c'est bon, ça va passer. Je pense. Tu peux éternuer dedans, c'est logique, on est des humains, il n'y a pas de problème. Donc oui, je suis parti à Strasbourg pour les études juste après le bac. Ouais. Et puis finalement, j'ai rencontré ma future femme et puis on s'est installé, on a fait des enfants. Voilà, je suis resté 15 ans à Strasbourg. Et puis après, il y a eu un début d'aventure entrepreneuriale d'ailleurs. On en reparlera peut-être après. Mais et puis finalement non, je suis reparti sur un job salarié qui était super intéressant. Et le poste était à Rouen et je me rappelle bien dans l'entretien, on m'a dit mais vous êtes sûr de vouloir venir à Rouen? L'espèce d'autocritique, d'autoflagellation rouennaise. Oui. Donc j'ai dit oui, ça a l'air bien, j'ai fait le tour dans la ville, ça a l'air super cool comme ville. Et voilà, donc maintenant ça fait 15 ans que je suis à Rouen. Ok. T'as fait des études ? Oui, j'ai fait un petit peu d'études. Moi, j'ai un profil mixte en fait, technique et commercial. J'ai fait un DUT informatique et après j'ai fait un DUT Tech Deco. Il y avait une mécanique qui ressemble un peu maintenant aux licences professionnelles, mais c'était ce qu'on appelle en année spéciale. Donc j'ai commencé avec 2 Bac+2. En fait, je me voyais pas faire de l'informatique toute ma vie et je me suis dit tiens, la composante commerciale, ça peut être intéressant, on peut faire des trucs cool. Et ça, je pense que c'était vraiment vrai. D'accord, ok. Donc dès le début, tu prends une casquette aussi bien intéressée par le commerce que l'informatique. Ouais, clairement. Et je pense que c'est vraiment une force en fait quand on a une compétence technique. En fait, c'est 2 univers qui sont assez chacun dans leur silo et qui communiquent assez peu, qui ont beaucoup de mal à communiquer. Ouais. Et puis pouvoir parler aux deux. Je pense que c'est un vrai atout et une vraie force. Donc, alors moi, t'es l'une des rares personnes qui techniquement a une autorité, une bienveillance que j'admire énormément. J'ai un souvenir, c'est que je te revois en 2012-2013, je sais plus, peut-être 2011, dans les bureaux à l'époque de l'immeuble Alpha. Et pour justifier ce que tu dis, je te revois en train de te forcer à faire une séance phoning pour appeler des prospects et j'étais vachement admiratif parce que je me dis Olivier, il a une casquette technique géniale et il fait l'effort d'aller se mettre dans un bureau avec un téléphone, une trame téléphonique pour aller faire ce qui est
plus dur dans le commerce, la Ah, bien prospection sûr, ouais, téléphonique. ouais. Donc ça rejoint complètement ce qu'on dit là, hein, c'est Ouais. qu'effectivement, tu as toujours eu ce double intérêt. Ouais. Et en Super. fait, il y a un truc, j'ai un côté kamikaze, donc moi, il n'y a aucun exercice qui me fait peur. Donc, effectivement, la prospection, j'en avais fait très très jeune, mais bon, Ok. personne n'aimait ça, quoi. Enfin, Non, c'est pas humain. mais je serais encore capable de le refaire. Bah ouais, je crois. Ouais, bah, C'est marrant. génial, Enfin, tant mieux. voilà, mais personne n'a rien à craindre, quoi, en fait. Non. On a souvent des peurs qui sont infondées sur la vision des autres, le machin, le truc. Mais bon, Ouais, les freins qu'on se met tout seul en fait. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Donc, tu arrives à Strasbourg, donc tu décides de te poser avec ta future épouse, Ouais. cette histoire d'amour qui commence. Et là, tu nous parles d'un premier job salarié, c'est ça? Alors oui, en fait, alors à Strasbourg, j'ai commencé mes études. Petite anecdote, mais qui a son importance dans le parcours entrepreneurial, Ouais. c'est que j'ai tout de suite été en fait projeté dans le monde associatif, dans les D'accord. associations d'étudiants en fait. Genre, j'arrive à Strasbourg en septembre et en octobre, je me retrouve président de l'amicale des étudiants de l'IUT. Voilà. Donc c'était D'accord. ce truc. Tu sais, c'est un peu l'histoire de qui est-ce qui est volontaire, qu'il y en ait un qui fasse un pas et tous les autres ont reculé en fait, et moi j'étais le dernier à rester devant, quoi. D'accord. Donc voilà, je suis tombé comme ça dedans, pas par volontarisme, mais par pas de frein, quoi, en fait, pas Ouais, de truc. Donc et pour moi c'est vachement, enfin c'est essentiel dans pourquoi j'ai voulu créer des entreprises derrière après, quoi. Donc j'ai commencé effectivement, j'ai fait mes 3 années d'IUT plus une année d'armée à l'époque, hein. Oui, C'était forcément. service militaire, et après j'ai commencé à bosser, donc genre en 92. D'accord. Et ça fait longtemps pour les jeunes, mais ça n'a pas beaucoup changé en fait, hein. C'est toujours un peu pareil, un peu le même. Et donc j'ai fait un premier job de commercial, et puis après en fait je suis reparti un peu dans la technique et j'ai fait de l'assistance utilisateur, qui était un petit peu justement un intermédiaire entre les deux univers en fait. C'était assez marrant. C'est-à-dire support, c'est ça? Ouais, support, ouais, tout à fait. J'étais en ce qu'on appelle en régie, c'est-à-dire que je bossais pour une boîte d'informatique et j'étais placé à la ville de Strasbourg, et j'ai bossé pendant quelques années là-bas, et j'allais rencontrer les utilisateurs, les débloquer, les aider, etc., etc. D'accord, débloquer le tableau Excel de l'utilisatrice qui a planté son Excel. Exactement. Aussi Voilà, bien, d'accord. Tout ce qu'il peut avoir comme problème. Voilà. Et puis après, j'ai refait commercial dans la même boîte en fait. Je commençais à m'ennuyer sur mon truc. Et ils m'ont dit, bah, écoute, si tu veux, il y a un poste de commercial, tu pourrais peut-être faire ça. Et puis voilà, j'ai fait commercial. Et puis après, j'ai fait du marketing. J'ai fait du marketing produit pour la boîte où j'étais, a été rachetée par Toshiba à ce moment-là. Donc au niveau groupe, après je faisais un peu de marketing, et puis après voilà, je suis arrivé à Rouen. Et alors, en fait, à ce moment-là, j'étais 9 ans dans la même boîte, Ouais. et donc sur 3 postes. Donc moi je trouve que 3 ans par poste c'est bien. Au bout de 3 ans on commence à s'ennuyer. Enfin, Ouais, je suis au d'accord. bout de 2 on commence à maîtriser, et au bout du 3e, bon, on se dit bon voilà, maintenant J'ai fait le tour. j'ai vraiment été gratté Ouais. dans les détails et la compréhension du truc. Ça prend longtemps d'appréhender les détails d'un métier, hein, mais Oui. et c'est ça qui fait finalement la différence. Mais c'est la 3e année pour moi. Ok. Et du coup, je faisais déjà du web en fait, un petit peu en perso, tout ça. J'avais des projets, encore une fois, un peu associatifs. J'avais fondé une association qui s'appelait ADCEA, Association pour le développement des communications électroniques en Alsace. Voilà. Oh, ok. Et donc, je commençais à faire du web. On était en 80. Oh non, on était en 2000, 2002, 2003, 2004. Ok. Et donc juste après la bulle. Et là en fait, moi j'avais une idée, c'était soit de me lancer en fait, ou changer complètement de boulot. Et donc j'avais commencé à créer une micro-agence web. J'avais fait quelques contrats avec des boîtes parisiennes, etc. Et j'avais un concept qui était basé sur un logiciel. Voilà. Alors attends, t'es tout seul, tu mets les mains tout seul dans le web, on est en 2000-2002, donc juste après la crise où c'est quand même, c'est le désert, hein, Oui, mais les technos étaient là en fait. C'était le business qui avait été surévalué, et le business était toujours là aussi. C'était pas le D'accord. sujet, quoi, en fait, hein. La bulle, c'était voilà, un emballement financier Ouais. qui a fait qu'à un moment c'était n'importe quoi. Mais derrière, ça a continué. D'ailleurs, ça a complètement repris. Les technos étaient là, les clients étaient là. Au final, il n'y avait pas vraiment de changement autour de tout ça, quoi. Et donc toi tout seul,
l'école, tu commences à coder pour le compte de Ouais, alors, clients en fait, parisiens? oui, parce que tu apprends vite en fait. Et puis moi j'avais les bases en informatique, donc si tu veux ça va très très vite. Ok. Et je pense que apprendre c'est quand même très très drôle, donc autant apprendre tout le temps des trucs. Ah bah oui. Et donc ouais non, j'avais commencé tout seul. Et puis sur mes projets perso en fait, bah j'ai levé des clients effectivement. Génial. D'ailleurs, un des clients, c'était marrant, il faisait une plateforme de streaming, l'une des premières plateformes de streaming en fait, et moi, c'est moi qui leur ai fait tout leur front en fait, tout le site. Je sais plus avec qui c'était comme gros opérateur. Enfin bon, voilà, c'était assez marrant quoi. D'accord. Et donc je me suis dit voilà, je pourrais lancer. Enfin, le projet, c'était. J'avais décidé d'arrêter ce que je faisais dans la boîte parce que j'étais au bout, il y avait plus de poste pour moi, Ouais. voilà, et donc c'était fini. Ouais, tu stagnais intellectuellement, quoi. Oui, et puis même dans le poste, voilà, enfin, puis après, ce qui était intéressant, c'est celle du boss, donc quand Ouais. il avait pas encore envie de partir, j'allais pas pouvoir la prendre. Donc non, non, voilà. Et puis donc j'avais décidé, ouais, donc, voilà, j'avais décidé de partir, et Ouais. soit je crée cette entreprise et je trouvais une façon de vivoter en attendant, voilà, ou j'avais mis, à l'époque, il y avait Quel Job, qui était un moteur de recherche d'emploi. Ouais. Je sais pas si ça existe encore, mais surtout tu peux mettre des alertes, donc tu recevais régulièrement des alertes sur des mots-clés. Et là, il y en avait une qui était sortie, et en fait, c'était la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Rouen. Mhm. Donc la CRCI, qui était une chambre régionale, donc qui couvrait à l'époque toute la Haute-Normandie, Ouais. et donc qui travaille en collaboration avec les chambres locales. Donc à l'époque, il y en avait quand même 9 en Haute-Normandie. Et eux s'occupaient en particulier, il y avait une action commune qui était autour des nouvelles technologies qui s'appelait le PN2E, oh purée, j'ai perdu le nom. PN2E, alors là, Ouais, je t'écoute. le pôle normand des échanges électroniques. D'accord. Et donc on avait un bureau à Mont-Saint-Aignan avec un petit espace sympa pour faire des démos, accueillir, faire des conférences, des petits déjeuners, etc., de sensibilisation des entreprises aux nouvelles technologies. Ok, ça commence à quelle période à peu près? Donc c'est 2004. 2004. Ok. 2004, et puis je suis resté 4 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Non, à peine 4 ans. Enfin bon, j'ai fait une espèce de transition parce que j'ai commencé un nouveau projet d'entreprise assez rapidement après. Je pense qu'au bout de 2 ans, je commençais à bricoler un truc dans mon coin. Enfin, Donc, toujours le fameux cycle de 3 ans, mais un petit peu plus tôt que le. ouais, en Ouais. fait, j'ai toujours eu des activités parallèles sur mes époques salariées. Ok. En fait, pendant que j'étais au pôle normand des échanges électroniques, je construisais une plateforme de blog en perso. Donc D'accord. j'avais une plateforme de blog que j'avais commencé avant de partir de Strasbourg. Ouais. Et donc j'accueillais des gens qui ouvraient des blogs. C'était la grande époque des blogs, donc voilà, Ouais. je les hébergeais gratuitement contre un petit peu de pub en pied de page, et ça me permettait de gagner un petit peu d'argent grâce à ça. Enfin, c'était plutôt anecdotique pour couvrir les frais, et puis c'était sympa. Et puis un jour, il y avait un copain qui avait un blog et que j'aidais sur d'autres trucs, qui m'a dit non mais on pourrait pas vendre des trucs sur le blog là. Lui il faisait des vidéos, un groupe de musique, tout ça, etc. Et il voulait faire du produit dérivé. D'accord. Des t-shirts, il voulait juste vendre des t-shirts et puis son CD, voilà. Ok. Il voulait vendre des t-shirts et son CD. Il m'a dit, et sur ton blog on pourrait pas vendre des t-shirts et des CD, tu pourrais pas faire un petit truc vite fait, c'est toujours facile hein, Ouais, c'est ça. et Quand puis tu j'ai connais réfléchi pas. à un truc, je lui dis ouais écoute, ça réfléchit, et c'était l'embryon de 42 Store quoi, en fait. D'accord. Ouais. Donc c'était avec Benjamin déjà? C'était avec Benjamin, et en fait je travaillais avec Benjamin. Benjamin était aussi au pôle normand des échanges électroniques. C'est là que vous vous Donc rencontrez. donc. on était ensemble. Ouais, je l'ai recruté au pôle normand en fait. D'accord. Et donc, bah, il suivait forcément un petit peu le truc. Lui, il avait envie de faire du web, mais plutôt service. Moi, j'avais envie de faire du web, mais plutôt logiciel. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on pourrait faire un truc logiciel service. Voilà. D'accord, tout simplement. Et puis on a commencé comme ça, quoi. Alors on va le citer, Benjamin Quedeville. Ouais. Hein, Donc, il est toujours dirigeant de 42 Store. Donc, 42 Store, qui est une plateforme de blog, oui. avec qui je m'entends toujours très bien. Et je Super. suis toujours associé à 42 Store, d'ailleurs. Ah oui, t'as gardé tes parts là-bas? Ouais, j'ai encore des parts là-bas. Ouais. D'accord. Et on va pas spoiler, mais on va raconter après, complètement. après la suite. On va laisser un peu de suspense. Donc vous vous rencontrez tous les deux, Benjamin et toi, donc, Ouais. dans cette mission.
Et donc moi partir, donc on a commencé, puis on s'est dit tiens on peut effectivement faire un truc, une entreprise par rapport à tout ça, puis on a commencé à réfléchir, à construire, à se dire bah pourquoi pas, c'est peut-être le bon moment, donc on faisait des blogs e-commerce, donc on faisait des trucs qui étaient un peu sympas. Donc blog e-commerce, vous étiez là pour conseiller, donner des trucs et astuces ou... Non, c'était pas, on n'avait pas un blog e-commerce, mais on avait une plateforme qui permettait aux gens de créer des blogs sur lesquels ils allaient c'est ça, pouvoir donc vraiment vendre, déjà en fait, 42, hein. ok, Ouais, c'était vraiment 42 stores dès le début, quoi, hein, carrément. Et donc, le temps qu'on monte le projet, tout ça, qu'on parte, alors évidemment, il a fallu quand même un petit peu négocier pour qu'on parte. Voilà, donc on n'a pas pu partir tous les deux en même temps. Benjamin est parti un petit peu avant. Voilà, bon, bref, on a fini par partir et puis par lancer vraiment 42 stores. D'accord. Et alors, on avait vraiment parié au début sur le marché des auto-entrepreneurs. C'était juste au début des auto-entrepreneurs. Et on s'est planté. Alors, oui et non, en fait. Oui, les entrepreneurs, ils adoraient 42 stores, tout ça. Ils trouvaient ça super bien, facile, une très bonne idée d'avoir un blog pour faire du contenu, de la visibilité sur Internet, tout ça. Mais en fait, l'auto-entrepreneur n'a absolument aucune capacité d'investissement et il ne veut que des trucs gratuits. Donc, et ça reste toujours valable. L'auto-entrepreneur n'a toujours pas un marché. Donc, du coup, rapidement, on s'est dit, oui, là, il y a un truc. C'est-à-dire que tu fournis un service de qualité qui engage forcément du temps, des coûts, et de l'autre côté, ta cible client, l'auto-entrepreneur, une fois qu'il a passé les 15 jours, mois gratuits, alors en fait, nous, on avait un modèle un petit peu plus différent, gratuit un peu plus longtemps. Enfin, surtout, au début, c'était uniquement un pourcentage sur les ventes. Mais comme il y en avait beaucoup qui ne faisaient pas de ventes, ça marchait pas. Il n'y avait pas d'argent. Voilà, donc après, donc ça, en 2008, on a commencé à se poser des questions par rapport à ce modèle-là et se dire tiens, il faut peut-être essayer de faire autre chose et d'aller chercher des clients un petit peu plus gros, quoi. Enfin, et attends, je reviens dessus, je garde la phrase parce que c'est un enseignement. Le marché de l'auto-entrepreneur n'est pas un marché. Non, ok, ça c'est bon pour tous les. C'est un contresens. Ok, ça marche. Je pense que c'est toujours valable. Écoute, donc du coup, on s'est mis à aller chercher un plus gros marché, enfin un marché où il y a des gens qui sont capables de payer. Donc des TPE, PME, c'est ça? Donc on a commencé effectivement sur les TPE, PME et des gens qui voulaient se lancer dans le e-commerce avec un peu d'accompagnement, puisque c'est des choses qu'on savait faire. Donc avec un peu d'accompagnement pour leur apporter des bons conseils, tout ça. Et on a démarré là-dessus. On avait des mécanismes de coach e-commerce, etc. Donc ça a tout de suite beaucoup mieux marché, clairement. Là, on est en 2008-2009, là, quand vous... Ouais, alors en fait, tant que je réfléchisse un truc... tiens, je sais plus quand est-ce que... Bon, j'ai un doute. Non, je pense que ça doit être fin 2009. À un moment, on avait eu besoin de s'aérer un petit peu et on a été faire un geek trip à San Francisco. Oui, tu m'en as parlé. Voilà. Donc ça, c'était super intéressant en fait. Donc l'idée d'un geek trip, c'est d'aller à San Francisco pendant une semaine et de rencontrer plein de startups. Ça s'est beaucoup fait. Maintenant, c'est un petit peu plus industrialisé, moins entre guillemets qualitatif, enfin, on sort moins de choses, mais à l'époque on rencontrait des fondateurs de startups, on a visité toutes les grosses startups, donc on était chez Google, chez Skype, chez eBay, chez PayPal, et à chaque fois tu as des Français là-dedans, donc on allait rencontrer les Français, donc il y avait les grosses, puis il y avait aussi des petites boîtes, donc c'était aussi assez intéressant de voir comment ça se passait là-bas. Et en fait, tu t'extrais de ton quotidien pendant une semaine, tu te dépayses parce que ça n'a juste rien à voir, hein. Enfin, pour quelqu'un qui a une startup, c'est Disneyland, hein, San Francisco quand même, hein, c'est vraiment Disneyland. Et on est revenu avec une idée. Donc du coup, on s'est dit, tiens, on a cette idée-là, faut qu'on en fasse quelque chose, et c'était l'embryon de Spread. Alors l'idée de base, c'était sur place, en fait, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux étaient beaucoup plus présents qu'en France. En France, on était au début de Twitter, au début de Facebook, tout ça, ça devait avoir que 2 ans, c'est à peu près ça. Et donc du coup, 2-3 ans, je crois, pour Facebook. Et du coup, on s'est dit, oui, mais là, ça va poser un problème parce que ça va bouffer du temps aux gens, quoi. Et ils vont
arrêté de surfer comme ils faisaient avant. À l'époque, quand on était vieux, on surfait sur Internet. Oui, non, mais en fait, ça correspond à quelque chose de précis, c'est que entre les sites, il y avait des liens et chaque site proposait de découvrir d'autres sites, ce qui est maintenant complètement fini, quoi. Ça n'existe plus, quoi. Et on allait comme ça. T'es captif d'une plateforme, en fait. Voilà, maintenant, on est vachement plus captif d'une plateforme ou de Google et des idées qu'on peut avoir de rechercher des trucs. Il y a beaucoup moins de découvertes, en tout cas. Qui se fait, ou alors c'est de la découverte de contenu sur les réseaux sociaux, mais c'est pas de la découverte de sites et d'auteurs, etc. Quoi. Oui. Bon, ça a complètement changé. Et bon, on a un petit peu anticipé ça et on s'est dit, ouais, mais voilà, nos e-commerçants, comment ils vont faire quoi, par rapport à ça, parce que ça va être bien plus compliqué pour eux. Quoi. Et on s'est dit, bah tiens, il faut qu'on fasse un truc qui connecte les deux ensemble. Et l'idée de base, c'était de dire, on va faire en sorte que quand quelqu'un parle d'un produit ou d'une offre commerciale d'un e-commerçant sur les réseaux sociaux, on le récompense. Voilà. Ça, c'était Spread Button à l'époque. Oui. C'était un bouton qu'on mettait sur les sites web. Et alors, Spread Button naît dans la plateforme 42 déjà à l'époque ? Alors, en fait, on a incubé, entre guillemets, Spread dans 42. C'est-à-dire qu'à l'époque, on peut parler des associés suivants. Bah oui, du coup. C'est qu'à un moment, on avait cette idée, et puis avec Spread, avec 42 Store, on était complètement focus sur le développement, machin, etc. Et on n'avait pas le temps. Moi, j'avais développé vite fait un petit test pour valider si c'était techniquement possible. Ça marchait, mais on n'avait pas le temps de développer le truc. Donc, on a une occasion d'une conférence, en fait, ou d'un tweet, en fait. C'est un tweet où je disais, tiens, j'ai une super idée, mais je vais pas avoir le temps, et ça serait cool si je trouvais un stagiaire pour développer ça. D'accord. Et donc, du coup, j'ai rencontré une stagiaire qui avait une amie qui était en poste, et donc on a commencé à bosser ensemble, et donc c'était Isa la stagiaire et Virginie son amie, avec qui on a après fondé Spread. Alors à l'époque Spread Button, oui. et puis après qui est devenu Spread quand on a arrêté le bouton, en fait. C'est ça. Parce que on parlait un peu de pivot, on n'a pas vraiment fait de pivot majeur, mais en fait on a pivoté de quelques dizaines de degrés régulièrement, en fait. Ouais, c'est pour ça. Se recentrer sur des choses qui apportaient plus de valeur aux clients. Ok, ça marche. Donc là, quand vous lancez, alors du coup, Benjamin Queudeville, qui fait partie du Geek Trip, dans lequel naît l'idée, ne suit pas dans Spread Button à l'époque. Mais en fait, du coup, on avait deux projets. On avait 42 Store et on avait Spread Button. Ouais. Et bon, pour faire avancer un projet, il faut un capitaine. Enfin, il faut porter le projet. Oui. Il ne se porte pas tout seul. Donc, à un moment, on a décidé que moi, j'allais m'occuper de Spread Button et que Benjamin allait continuer à s'occuper de 42 Store. Et puis, en fait, on avait un actionnaire à croiser. En fait, on était à égalité sur les deux startups, quoi. Ok, d'accord. Donc, puis, au fur et à mesure, on a fait des échanges d'actions pour équilibrer, mais voilà. Donc au départ, c'était comme ça. On était à chaque actionnaire des deux sociétés, et Benjamin s'occupait de 42 Store et moi je m'occupais de Spread. D'accord. Et on a été dans les mêmes bureaux pendant pas mal d'années, en fait. Donc, moi je vous rencontre en 2011 dans le grand appartement de l'immeuble Alpha, qui était déjà super convivial. C'était sympa. On a dû être 2 ans, je pense, dans ce truc-là. Et puis après, on a déménagé à Céline-Opolis ici, et on était face à face dans le plateau, sur le plateau. Ah, j'avais pas vu, 42 t'es venu aussi, ouais. Ouais, bien sûr. D'accord, okay. 42 juste en dessous, là. Ils sont toujours là, ok, d'accord. Bien sûr. Génial. Et en fait, tous les gens qui étaient dans l'appartement à l'immeuble Alpha, donc il y avait Mounir avec Cible, il y avait Alexandre Monet avec DigiWorks. On a tous déménagé, en fait, au 3e étage à Salinopolis, ensemble, en même temps. D'accord. Voilà, on était presque les premiers locataires de l'immeuble. Et puis après, Spread a pris son envol un peu plus costaud alors après, nous, on a grossi, on a recruté, on a fait des levées de fonds, et on a déménagé 4 ou 5 fois dans l'immeuble, quoi. D'accord, à l'époque, on avait, alors dans l'appartement, pour la petite histoire, on avait 15 mètres carrés. On avait une pièce avec un petit local technique qui servait de salle de phoning. Et on avait, quand on est arrivé ici, on a pris 45 mètres carrés. T'imagines, c'est 3 fois plus grand. 3 fois plus grand. Waouh. Au bout de 6 mois, on reprenait 45 autres mètres carrés. Voilà. D'accord. Donc, et maintenant, on en a ici, je crois qu'on en a 300. D'accord. Donc on a pris du mètre carré. En même temps qu'on prenait de la masse salariale. Voilà, et tout ce qui va avec. Ok, on va revenir dessus. Ou de la capacité de travail et de délivrer des choses pour nos clients.
Bien sûr. On peut avoir deux visions hein, sur les salariés. Hein. C'est toujours. Alors vas-y, confie. Enfin, souvent, les salariés, ça coûte cher, machin, etc. Oui, mais enfin, c'est juste la capacité de travail de l'entreprise. Donc, pas de salariés, rien se passe, quoi, hein, en gros. Quoi, hein. Et d'ailleurs, au début, c'est le problème principal quand on se lance, c'est qu'on n'a pas le temps. Enfin, on a le temps de rien faire. On a tellement d'idées, tellement de choses qu'on aimerait faire, ou qu'on aimerait mieux faire, ou qu'on se dit mais là si je faisais un peu plus, ça serait mieux. Voilà. Et au début, on n'a juste pas le temps, quoi. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds. Alors, si j'ai bien compris, donc Spread, l'idée naît durant ce Geek Trip, on est en 2008-2009, Spread Button. Et le moment où ça se transforme vraiment avec les deux. Alors, il y a combien d'associés à la base Benjamin dans Spread, on est 4 en tout. Voilà. Donc il y a Isabelle, Virginie, Benjamin et moi. Et vous y êtes toujours Alors, non. Non. Non, il y en a 2 qui sont partis. D'accord. Mais ça, on va raconter parce que ça, c'est la partie exit, si tu veux. D'accord, c'est la partie exit. Ok. Donc, il y a 4 associés. On dit que ça commence vraiment quand avec ces 4 associés? Alors, en fait, on a créé la société en 2011 et on a fait la levée de fonds en 2012. Voilà. D'accord. Donc, 2011, vous créez. Donc, 2011, on a créé. On a commencé à regarder, à faire des choses, à avoir quelques clients. Voilà. Donc, sur 2010, en fait, on a fait des prototypes, on a testé pendant que Isa était en stage chez nous. Oui. On a fait des choses et puis après, on s'est vraiment lancé en 2011. Donc, depuis 2008 jusqu'à 2011, vous payez sur la structure 42 pour vivre. Ouais, alors en fait, 2008, c'était fin 2009 qu'on était à San Francisco. Ok. Donc en décembre 2009, donc ça va faire 10 ans. Voilà. J'ai dit qu'il fallait qu'on fête ça. Donc en 2010, on a bricolé sur du stage, machin, etc. Et on a créé la société en 2011. Voilà. D'accord. Et on a levé en 2012. Ok, donc vous pouvez vivre le projet dure 18 mois sans forcément avoir de levée. Et il y a quelques premières rentrées clients déjà ou Oui. Dès qu'on on a créé la société pour facturer les premiers clients. D'accord, c'est ça. Voilà. C'est que vous aviez besoin de facturer. Ouais. Et donc voilà. Donc on a commencé à facturer quelques clients. On avait un petit peu de chiffre d'affaires, mais pas grand chose. Hein. Genre combien je sais pas, 30 000 euros à l'année, un truc comme ça. Enfin, c'était un peu ça le trend. Mais ça suffit pour aller lever des fonds en fait. Alors est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que je crois que tu es un expert quand même dans ce domaine-là, en tout cas dans mon réseau. Non, je suis pas un expert du tout, mais j'ai une petite expérience en tout cas. Oui. C'est peut-être un début d'expertise. Non, en fait, oui, j'ai une petite idée de comment ça se passe maintenant, forcément un petit peu plus. Et voilà. Donc l'idée, c'est qu'il faut effectivement, on veut aller plus vite. Oui. On a quand même des investissements dans le logiciel parce que quand on fait du logiciel, au début, on paye des salariés pour faire du logiciel et on n'est pas tout de suite payé par les clients parce que tout simplement, nous, on est sur des modèles d'abonnement. Donc, les gens s'abonnent. Donc, il va falloir 2-3 ans pour rentabiliser les premiers développements. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin de financement à cet endroit-là. Donc, à partir du moment où il y a besoin de financement, la question, c'est comment on le finance. Est-ce que moi, j'ai l'argent dans les poches pour le faire ? Évidemment pas. Est-ce qu'il y a quelconque structure publique qui pourrait me donner de l'argent pour faire des choses pas comme ça directement. Et donc, il faut aller voir les investisseurs. Donc, les investisseurs dans les startups, c'est les fonds d'investissement. Qui vont faire ce qu'on appelle du seed, donc c'est de l'amorçage, où ils vont mettre un petit peu d'argent pour voir ce que ça donne. En gros, c'est ça, de l'amorçage. C'est, tiens, votre idée, elle a l'air pas conne. Visiblement, ça a l'air de plaire à 2-3 personnes. La question, c'est est-ce que vous êtes capable de passer de 2-3 personnes à 50 personnes, quoi. Alors, on est sur des business angels ou c'est sur des fonds? Alors, en fait... il y a plusieurs types d'investisseurs, effectivement. Il y a des business angels, il y a des fonds. Nous, on a fait les deux en même temps. Sur du seed, souvent, tu peux faire les deux en même temps. Les business angels, c'est compliqué. Ouais. Ils ont une vision plus resserrée. C'est très compliqué parce qu'en fait, ils ont à la fois envie d'être acteurs, mais à la fois, ils n'ont pas forcément des capacités d'investissement qui sont... Je sais pas, nous, on a levé 350 000 euros. Donc, c'est... La première fois. Alors,
le chiffre comme ça, il peut paraître gros pour quelqu'un qui est tout seul, etc. En fait, c'est rien du tout, quoi. C'est rien du tout. En 2011, en 2012, c'est pas mal quand même, non? Enfin, c'est toujours des sous, c'est toujours bien l'argent. Mais non, mais en vrai, il nous aurait fallu 2 fois plus. À chaque fois, il nous aurait fallu 2 fois plus pour être bien. D'accord. Donc voilà, donc on a trouvé un fonds d'investissement dans Go Capital, donc, qui est un fonds régional sur toute la partie Grand Ouest. Alors, t'envoies combien pour avoir une concrétisation? Une dizaine. T'envoies une dizaine? Ouais, une dizaine. En fait, quand on est prêt, alors être préparé, il y a 2 choses, c'est que effectivement, il faut avoir le business plan. Ça, c'est un peu la base. Ouais. Le business plan, c'est surtout une prévision de l'avenir, enfin une vision de l'avenir. Une prévision, c'est faux en fait. Oui. On écrit un roman et on dit tiens, on aimerait bien que ça se passe comme ça. Et ça Voilà. se passera pas du tout comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est ça en fait. Le business plan, c'est on aimerait que ça se passe comme ça. Ouais. Parce que ça donne, c'est vachement important pour les investisseurs. Même, alors des fois, ils demandent des business plans à 5 ans, c'est complètement idiot, ça n'a aucun sens. À 3 ans, c'est déjà de la science-fiction complète. Oui. Mais au moins, ça donne une vision de l'ambition qu'on va avoir. Et ça, c'est quand même hyper important. Voilà. Est-ce qu'on veut faire une boîte qui va faire 1 million d'euros, qui va faire 10 millions d'euros, qui va faire 100 millions d'euros, quoi. C'est ça le truc. Parce que derrière, il y a évidemment une question de rentabilité par rapport à leurs investissements. Oui. Donc, on construit ça. Et deuxièmement, il faut un momentum, un vent favorable pour pouvoir aller lever, en fait. Parce La fameuse traction, c'est ça dont on parle, non? Ça en fait partie, ouais. Bien sûr. En fait, il faut que ce soit le bon moment pour aller lever. Donc, il faut qu'on soit dans une période de croissance, des moments où on rentre des clients. Et dans l'idéal, des moments où on n'a pas besoin d'argent. Donc ça, c'est assez contradictoire, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est que le meilleur moment pour lever de l'argent, c'est quand on n'en a pas besoin. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à créer de la croissance sans investir de trop, en fait. C'est un exercice assez compliqué. Attends, parce que là, si je me replonge dans le truc, vous faites à peu près 30-40 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Ouais. Vous êtes... Non, mais alors nous, on en avait besoin, l'argent. oui, c'est ça. Non, mais Okay. je parle dans un idéal. Dans l'absolu, ok. Ouais. Mais effectivement, à un moment, c'est un jeu de séduction aussi. Le truc, c'est de dire, tiens... mais je vois d'autres fonds aussi, il y a des choses qui sont intéressées, machin, etc. Bon, ils discutent, faut pas trop non plus pipoter parce qu'ils discutent tous ensemble. Donc, faut pas du tout pipoter même, mais voilà, faut essayer de créer une tension et entretenir les bonnes nouvelles sur toute cette période de levée de fonds qui dure en gros 6 mois, quoi. Globalement, ça dure 6 mois. D'accord. Donc, savoir qu'on va avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir, qu'on a prévu de faire un salon, donc on va avoir des nouveaux contacts, on va avoir de la visibilité. Enfin, voilà, s'arranger pour se dire tiens, mais peut-être qu'on peut avoir un article de presse à ce moment-là qu'on pourra leur envoyer. Et ça, c'est super important. Tu gères ton flux d'informations. Ah ouais, c'est essentiel. Okay. C'est essentiel et c'est très compliqué, mais c'est essentiel. Et globalement, on me dit mais combien de temps ça prend? En fait, donc ça prend 6 mois, ça c'est le minimum. Okay. Il y a évidemment des contre-exemples, mais surtout ça te prend un mi-temps. Donc, en tant que fondateur, c'est à mi-temps, c'est-à-dire que l'autre mi-temps, tu vas rien foutre pendant 6 mois, quoi. Enfin, c'est à peine exagéré, quoi. D'accord. Donc voilà, tu vas faire ton petit tour, tu vas voir les différents. Tu vas voir aussi BPI parce que BPI est un acteur du financement aussi. Donc, déjà en 2011 Oui, bien sûr. Ouais, toujours. Oui, BPI, alors si vous avez un projet innovant, allez voir BPI à n'importe quel moment. Ils seront toujours de bons conseils et éventuellement, ils auront une solution pour vous faciliter la vie, voire vous financer un petit peu. Ou, voilà. Donc il y a toujours des choses. C'est bien ton discours parce que moi j'écoute un peu parfois des podcasts aussi de The Family qui a un discours complètement alors l'opposé. C'est les Parisiens. C'est les Parisiens. Alors, en fait... c'est vachement arrogant. Ils disent surtout, nous, on veut pas, machin. Oui, mais bon... Après, c'est ça, ok, c'est parisien, on a tout dit. Non, mais alors, en fait, il y a quelque chose, c'est que BPI à Paris peut pas aider beaucoup de monde, en fait. D'accord. Il y a beaucoup trop de projets. Les projets ont
pas assez de visibilité. Et ça, c'est le gros avantage d'être en région, et en particulier d'être à Rouen, c'est que dès qu'il y a un projet, il y a un ensemble d'acteurs qui sont intéressés par les projets innovants. Et voilà, il y a un côté bien plus bienveillant en région qu'à Paris. Donc ça, finalement, le nombre de projets par rapport au nombre de gens capables à investir, on est plus confortable à Rouen, c'est un peu ça, si je comprends bien, qu'effectivement à Capital City ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, en fait, les investisseurs, ils ont essentiellement un problème, c'est trouver des bons projets. D'accord. Oui. Alors, ils vont pas mettre de l'argent dans n'importe quel projet, c'est pas du tout le sujet. Mais il faut trouver des projets, quoi. Enfin, ils ont besoin de projets. Aujourd'hui, il y a de l'argent. De l'investissement, il y en a très largement. Il faut juste arriver à trouver comment mettre en route tout ça, quoi. Ok. Donc effectivement, à mi-temps, pendant 6 mois, en plus nous on est tombé sur l'été, alors je pense qu'on a encore pris un petit peu dans la vue, parce que on a fini par signer, je pense en octobre. D'accord. Alors qu'on avait commencé notre roadshow en février, quoi. Donc, mais en fait on avait une LOI, donc c'est une lettre d'intention, c'est déjà en juin. Alors, LOI et term sheet, c'est les mêmes choses ou pas? Je sais pas. Parce que j'entends souvent le mot term sheet, alors qu'il y a un anglicisme que je ne sais pas traduire. Alors, oui, je pense que c'est. Enfin, je sais pas, faudrait vérifier. Tiens, j'ai un doute. Tu sèmes le doute dans mon esprit. Je réécoute, je vérifie, je posterai la réponse. La term sheet, je pense que c'est peut-être le document final, mais il faudrait regarder. La LOI, c'est un document intermédiaire, mais en fait qui fixe très fortement les choses. Et entre la LOI et la signature finale, on a ce qu'on appelle les due diligence. C'est là où ils vont vérifier les choses. D'accord. Donc, en gros, ils vont aller creuser dans les chiffres, ils vont aller regarder un peu dans les technos, ils vont peut-être aller appeler des clients, chercher des références. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qui va se passer, quoi. Donc, si on résume la levée de fonds, sincérité avec dans tout ce qu'on raconte quand même le plus possible. Ah oui, bien sûr. Bonne gestion de l'information sur une période indispensable de 6 mois. Donc ça, effectivement, ça va être technique. Et puis, j'imagine que c'est quand même super éprouvant parce que ce fameux deuxième mi-temps que tu te prends, en plus de l'exécution... puis il y a un peu l'esprit de Damoclès qu'à un moment, il faut un peu d'argent, quoi, pour faire tourner la boutique, quoi. Donc, est-ce qu'en plus, tu te mets encore plus à risque? C'est-dire que comme tu prends un mi-temps pour aller lever de l'argent, si tu n'en lèves pas, tu es sûr que tu es quasiment mort à la fin avec ton projet, quoi. En fait, il faut gérer, quoi. Mais oui, c'est un peu ça le truc, quoi. D'accord, ok. Donc là, 2011, vous faites la levée. Les sous arrivent quoi, en 2012 ou un truc comme ça? Non, donc en 2012, on fait la levée. Vous faites la levée en 2012. 2012 et fin 2012, on embauche effectivement. Alors sur du seed, on est passé à 6-7 salariés. Donc essentiellement des développeurs, à la com aussi, un petit peu à la com. Alors raconte-nous ça, les premiers collaborateurs. C'est facile de recruter ces premiers? Ouais, ça c'était facile. Ça c'est facile. D'accord. Facile. Mais en fait, nous on bossait avec des stagiaires, comme tout le monde à l'époque. Enfin, c'est un peu le cliché, mais en fait c'est tellement vrai. Et mais pour la petite histoire, Vincent, qui est CTO chez nous, il a commencé en stagiaire, donc il a fait son stage de première année. Il a fait son stage de deuxième année chez nous. Il voulait faire son stage de troisième année. Il a fallu que j'aille négocier parce que c'était complètement impossible qu'il fasse ses 3 stages dans la même entreprise. D'accord. C'était hors de question. Donc négocier, c'est que tu vas voir ses profs en disant d'accord. Donc finalement il a dit ok. Puis après je lui ai dit de toute façon c'est pas un stage, c'est une embauche. Donc il fait ses 6 mois de stage là et puis après il est en CDI, quoi. Donc je n'ai pas lui refuser un CDI quand même. Bon alors voilà, ces petits arguments qui peuvent peser un petit peu, quoi. Et voilà, donc effectivement on avait 2 stagiaires et c'est les 2 stagiaires qu'on a embauchés tout de suite en partant, quoi. Donc ça c'est facile à faire du coup. Ça va. C'est pas les phases les plus compliquées au début. Et puis voilà, l'entreprise se construit gentiment. On va chercher des clients, on commence à grossir. Alors du coup, les clients, vous les trouvez comment? Par le biais des salons principalement? Au début, beaucoup de salons, beaucoup de prospection. Virginie, mon associée Virginie Ducreux, s'est beaucoup mis sur la prospection. Donc elle a fait du phoning, etc. Et a signé régulièrement des contrats. Donc ça a bien enchaîné, ça a bien fonctionné. Elle a super bien bossé. Phoning dans le dur, c'est qu'elle prenait les pages jaunes ou elle ciblait un peu quand même? Ouais, alors pas les pages jaunes, mais oui, bien sûr, on ciblait, on cherchait sur Google nos clients, on allait chercher les contacts sur LinkedIn et puis on
on essayait de les appeler, de leur faire des mails, de trouver leur numéro de téléphone, d'appeler les standards. Enfin, Alors, en call, en call. au call. Pour comprendre un peu, parce que moi je suis représentant vendeur Ouais. sur un quart nord-ouest de la France et je m'adresse plutôt à des TPE, PME. Ouais. Vous, le business, À l'époque, c'était des e-commerçants. donc vous allez On a chercher évolué, mais c'était que des e-commerçants. Donc on Donc c'est cherchait du- tous les sites e-commerce. nationaux. Ouais, bien sûr, sur Ok. la France entière. Ouais. D'ailleurs, on avait, je pense qu'à l'époque, on n'avait absolument aucun client en Normandie. D'accord. On a longtemps eu pas du tout de clients en Normandie. Carrément, Ouais, d'accord. c'était assez impressionnant. Donc ouais, prospection par le web, Ouais. par le téléphone. On attrape les gens au téléphone, c'est ça? On leur fait une démo à distance. Alors nous, on fait que ce qu'on appelle de la vente assise. Ouais. Donc on n'a absolument enfin très très peu de rendez-vous physiques avec les clients. Et voilà, on vend à distance des contrats qui veulent aller jusqu'à 10 000, 20 000 euros par mois, par an. Non, par mois, ça serait tellement J'allais beau. dire génial. Ça serait Mais tellement c'est beau. déjà super. Hein, ouais. Non, mais voilà, mais il y a plein de gens qui disent non, mais c'est pas possible de vendre des contrats de 20 000 euros par an Au téléphone. sans se déplacer. Bon, si, franchement, il n'y a absolument aucun problème. Il y a absolument Ouais, aucun c'est-à-dire que problème. s'il y a un besoin de l'autre côté, de toute Oui, façon. bien sûr. Ouais, Voilà, c'est ça. enfin, Ok. c'est pas, Et puis voilà, tout le monde a un besoin de gagner du temps. Non, ça marche très bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter précisément ce que c'est que Spread? Parce que moi, tel que je l'ai compris, et tu vas me corriger, c'est un logiciel, un CRM d'engagement client. Alors, quand on a dit ça, on a dit plein de choses, mais rien en même temps. C'est un logiciel qu'on prend par un navigateur internet en abonnement, ce qu'on appelle un soft as a service, c'est ça? Ouais. Qui va être facturé, tu nous expliques comment après par Ouais. utilisateur ou par groupe d'utilisateurs ou quoi que ce soit, qui me donne accès du coup à un interface sécurisé en tant qu'utilisateur dans lequel, comme sur une plateforme, je vais pouvoir gérer ma relation client à travers différents réseaux sociaux ou moyens. Ouais. Alors, il y a déjà techniquement, qu'est-ce que c'est le produit Spread? Alors, quelque chose qui est très important, c'est que c'est un produit déjà, c'est pas un service. D'accord, c'est un produit. On n'est pas du tout, on n'est pas une agence de communication, on n'est pas une agence marketing. Oui, Donc ok. ça, c'est quelque chose de très important, hein. C'est un peu la différence entre quelqu'un qui va te vendre un camion et quelqu'un qui va te faire une livraison, quoi, hein. Donc Ok, d'accord. nous, on Ouais. vend le camion. Ok. Donc on vend un logiciel et effectivement, on le vend sous forme d'abonnement. Donc ça, c'est les nouveaux modèles économiques. Il y a Ouais. énormément de modèles économiques qui sont basés sur de l'abonnement maintenant. Oui. Et c'est la grande tendance, effectivement, où on ne paye plus l'achat de ce que l'on fait, on paye l'usage. Et d'ailleurs, même sur les voitures, on fait des LOA. Voilà, et maintenant, il y a des LOA partout. Sur de l'appartement, il y a des LOA. Sur des machines, outils, on les loue aussi. Enfin voilà, tout se loue. Et donc, on ne paye plus que l'usage du logiciel. Donc ça, c'est intéressant parce que tu utilises 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Enfin, ça va pas te faire des problématiques d'investissement. Ouais, côté client, majeur. t'as pas de grosses sommes de départ à mettre exactement. pour. Ok. Donc ça, c'est le modèle. Comment ça fonctionne maintenant, tous les logiciels? Donc ça, c'est ce qu'on appelle SaaS, effectivement, Software as a Service. Ceux qui ont installé le nom, c'était Salesforce, la CRM Salesforce. D'accord. C'est eux qui ont créé cette appellation? Ouais, je crois. Ok, je savais pas ça. Ok. Avant, vraiment, on appelait ça de l'ASP, Application Service Provider. Mais le mot a complètement disparu. Maintenant, on appelle plus ça que du SaaS. Ok. Et donc, effectivement, on accède à ce logiciel par un navigateur web, mais maintenant, c'est devenu un peu un classique, quoi. Tout se fait par le navigateur web, et même quand il y a des applications, des fois, les applications, en fait, c'est un faux navigateur web. Mais bon, donc voilà, c'est devenu aujourd'hui un standard technologique. Donc ça, c'est le côté physique du produit, comment on le délivre et comment on le rend au client. Donc techniquement, nous, on a des serveurs, on a un paquet de serveurs et qui sont quelque part sur Internet, sur lequel il y a nos logiciels qu'on entretient et qu'on sauvegarde, etc. Donc c'est assez intéressant pour le client, il n'y a pas besoin de s'occuper de tout ça. Ouais. Et alors après, qu'est-ce que ça fait Spread? Effectivement, c'est une CRM, donc c'est une base de données dans laquelle on va avoir tous ses clients. Ouais. Sur lequel on va faire du marketing. Donc ça, c'est important par rapport à d'autres CRM. On va faire de la vente, comme par exemple Salesforce historique, c'est une CRM de vente pour les commerciaux. Donc c'est pas le cas. CRM, on le définit rapidement. Customer Relationship Management. Voilà. Donc, c'est un outil de gestion de la relation client. Ok. Il y a GRC, mais personne n'utilise le mot GRC. Non. En fait, gestion de la relation client. C'est fini aussi ça. Et donc nous, c'est du marketing. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette base de clients pour entretenir de la relation. Donc ça va être envoyer des messages, mettre en place des scénarios automatiques, les segmenter, développer la connaissance, etc. etc.
tout un tas d'interactions. En fait, toutes les interactions avec la vie du client, toute la connaissance qu'on va pouvoir aller capter, on va l'intégrer dans Spread. Donc nous aujourd'hui, qui est-ce qui utilise Spread? Ce sont essentiellement des marques qui au final ont un consommateur final, quelqu'un qui va utiliser le produit. C'est-à-dire que c'est pas des entreprises de services, assez peu. D'accord. Mais voilà, c'est des gens qui vont fabriquer des produits. Je sais pas, des gens comme le Slip Français, par exemple. Oui, j'ai vu qu'ils sont clients chez toi. Digital, voilà, qui va utiliser Spread pour mettre en place des choses. Ils captent beaucoup d'informations avec les clients. Des purs e-commerçants aussi qui sont en création de relations clients, ou des gens qui ont des magasins physiques aussi, des réseaux de magasins où ils vont aller chercher. Maintenant, on te demande souvent ton adresse email quand tu passes en caisse. Exact. Des fois, ça tombe dans Spread derrière. Et nous, du coup, on va mettre en place, notre client, avec notre outil, va mettre en place des scénarios. Donc, par exemple, il va mettre ce qu'on appelle un welcome pack. Donc, c'est une série de messages où on va lui souhaiter la bienvenue, on va lui expliquer les valeurs de l'entreprise, etc. Et puis, si vous commandez pas, par exemple, au bout de je sais pas, 2 mois, à un moment, on va t'envoyer un petit code remise pour te dire, mais tiens, vous n'êtes pas encore devenu client, mais tiens, on va vous rassurer, vous savez que les frais de port vous sont remboursés sur les retours, et tiens, et puis si vous voulez, voilà, 15% sur votre premier achat. D'accord. Voilà, donc, on va faire ce genre de choses, et puis après, on va faire des programmes de fidélité derrière. Donc, on va récompenser les clients dans le temps, on va faire des programmes de statut client, un peu comme les cartes chez Air France. On va faire des programmes de parrainage, on va te récompenser si tu parles en bien à tes amis et que tes amis commandent chez nous, etc. Voilà, tout un tas de choses comme ça. C'est quels réseaux sociaux c'est Facebook beaucoup, non? En fait, les réseaux sociaux gentiment passent au second plan sur tout ça. D'accord. À l'origine, Spread était franchement orienté sur les réseaux sociaux, mais au fur et à mesure, les réseaux sociaux verrouillent de plus en plus de choses pour faire en sorte que les gens ne fassent que rester sur les réseaux sociaux. Oui. Donc typiquement sur Facebook, quand vous postez un lien qui pointe vers l'extérieur de Facebook, vous êtes à peu près sûr que ce que vous allez poster ne va avoir absolument aucune visibilité. Bizarrement, d'accord. Voilà. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle le reach chez Facebook, et le reach des posts qui ont un lien. Moi sur LinkedIn, on en parlait juste avant en off. Sur LinkedIn, je fais un petit peu des expériences en ce moment, et le facteur entre quand il y a un post qui pointe avec une URL vers l'extérieur ou pas, c'est un facteur 10. D'accord. C'est compliqué, et c'est pas compliqué du tout, quoi. C'est un facteur 10 en termes de visibilité. D'accord. La même chose, j'ai repris le même message sans mettre le lien, et j'ai eu 10 fois plus de visibilité. C'est un truc incroyable. Alors moi, je crois beaucoup en LinkedIn. Alors, je sais pas si c'est générationnel, mais je trouve que ce réseau, en tout cas, apporte un contenu, une tenue. Je trouve que les gens qui parlent dessus se tiennent. Ouais, c'est déjà pas mal. Par rapport à Facebook, c'est intéressant. Et vous êtes sur LinkedIn aussi? On peut faire du... Alors, oui, on peut utiliser Spread avec LinkedIn, mais alors encore une fois, c'est pas les canaux les plus intéressants. C'est pas les canaux, ok. Non, parce que les réseaux sociaux vont permettre de créer des communautés, mais le problème, c'est que cette communauté appartient au réseau social et vous appartient pas. Quand vous avez une page fan avec 100 000 fans, c'est pas des fans de votre marque, c'est des fans de Facebook. Donc, ces gens-là, vous allez, si vous publiez quelque chose, vous allez en toucher 5% quand vous allez publier quelque chose, ce qui est quand même assez ridicule. Donc, à un moment, il va falloir les ramener dans la CRM pour pouvoir avoir d'autres moyens de les contacter, par email, par SMS. Alors, tout le monde râle sur l'email, mais l'email, ça marche extrêment bien. Toujours encore? Ah ouais, bien sûr. Ah oui, évidemment. Parce que j'ai l'impression qu'on on les lit tout. plus, les spams. Du tout. Non, mais faut savoir pas tomber dans les spams. Mais il faut savoir faire des choses de qualité. C'est ça aussi l'intérêt. Et une relation se construit. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir quelque chose qui va être agressif en email, vous allez vous faire classer en spam et la relation est cassée, quoi. Donc, la création de la relation, c'est pas quelque chose de très simple. Et il faut être bienveillant avec son client, quoi. C'est vraiment un des biais souvent qu'on a en marketing, c'est de dire moi je veux que mon client il achète. Donc on le bourrine. Voilà, on le bourrine, quoi. Et on lui fait des promos, on lui dit tiens il y a tel nouveau produit, et puis tiens achète, et puis c'est les soldes, et puis c'est les machins, et puis c'est les trucs, etc. quoi. Le meilleur client c'est celui qui est fan de votre marque, qui trouve que vous êtes super sympa, que vous lui donnez des bons conseils, qu'il a des produits de qualité, que la sélection de produits que vous avez fait, il est content parce que ça lui correspond, et en fait tout ça c'est ça qui fait le vrai attachement d'un client à une marque, et c'est surtout pas la promo sur la devanture, quoi. Si ça c'est bien pour la première étape, mais après derrière il faut savoir faire
autre chose, quoi. Ok. Donc Spread, ça fait ça, principalement donc, par le canal du mail, si j'ai bien Email, compris. SMS et affichage sur site, en fait. On fait aussi des messages sur le site personnalisés. C'est-à-dire que D'accord, donc tu peux arriver sur le site et puis on va te mettre bonjour Jean, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. c'est fort ça. Je suis triste. Si tu veux commander, je te fais un petit geste commercial. Ça me ferait vraiment plaisir que tu reviennes parmi nos clients. Voilà. C'est ce genre de choses. Ah, attends, comment ça marche? C'est-à-dire que j'y vais avec mon smartphone et du coup, clac, on m'a repéré, c'est ça? Non, il n'y a pas de magie. Il y a pas de magie. On peut faire du tracking, mais c'est quand même de plus en plus compliqué et ça, on ne fait pas en fait. Non, mais on t'a envoyé un email, on t'a envoyé un SMS et tu as cliqué sur l'email et à ce moment-là, on te reconnaît. Ok, j'ai compris. C'est parce que tu viens de ton email ou ton SMS qu'on te reconnaît, quoi. Ok, j'ai compris. Il y a un petit peu plus de possibilités, mais en gros, c'est ça, quoi. Donc ça c'est le produit, enfin le produit que vous vendez. Derrière donc on a toute une équipe qui anime ça. Ouais, bien sûr. Alors on va arriver tout de suite à aujourd'hui quand même juste pour comprendre un peu la taille de Spread. Vous êtes combien aujourd'hui, Olivier, à gérer? On est 25. Je crois qu'on est 25. J'ai pas fait de décompte récent, mais je crois qu'on est 25. 25 personnes et la composition, la répartition de. En fait, on doit être un quart équipe technique, Ouais. un quart équipe commerciale, Ouais. un quart équipe service accompagnement des clients en fait, Ok. ça s'appelle le customer success. Ok. Donc après vente Ouais. et puis après on a dans le reste on a une petite partie administrative et puis une petite partie marketing communication, quoi. Ok. Voilà. Donc l'idée c'est voilà, on construit le produit avec l'équipe technique, Oui. les commerciaux et avant-vente et téléprospecteurs vendent le produit et après le client passe à l'équipe Customer Success des supports qui va accompagner tous ces gens-là. C'est-à-dire que dans le commerce on a une partie un peu chasse et une partie développement, c'est ça? Ouais, alors nous on a non, alors non. Non. Alors chez nous, c'est un peu une spécificité, c'est que, et c'est souvent comme ça dans les startups des leaders de logiciels, c'est qu'une fois que le premier contrat est signé avec le client, le commercial ne parle plus au client. D'accord. Donc, par rapport à ce que tu connais traditionnellement, c'est pas du tout l'approche classique. L'approche classique, c'est effectivement le commercial entretient la relation avec le client et lui fait signer de nouveaux contrats, etc. Mais nous, comme on est sur un abonnement, on est sur un revenu récurrent de base. Ouais. En fait, une fois que c'est lancé, la problématique, c'est surtout que le client soit content du produit. À partir du moment où il est content du produit, il va continuer à l'utiliser. Et donc, il faut des gens spécialisés pour rendre le client heureux par rapport au produit. Et c'est ce qu'on appelle les Customer Success. Donc, c'est l'équipe succès client Ouais, j'ai compris. Ouais, bien sûr. pour faire en sorte qu'il réussisse à bien utiliser le produit et il en tire le maximum de valeur. Donc, il continue à être client. C'est dédié, c'est-à-dire que je suis client, un vendeur m'a fait une démo, j'ai accroché, j'ai signé. Derrière, on me met un Customer Success. Voilà. Ouais. Je peux avoir tout le temps ma Stéphanie. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, parce que sinon ils connaissent pas les projets. Alors en fait, dans la partie très large sur la prévente, il y a deux parties. Il y a la partie support. Donc j'ai un problème, ça marche pas comme je veux, et là je fais un petit message au support et on répond dans la demi-journée et on lui dit pour le faire c'est ça et tiens il y a la doc là et puis il y a une vidéo qui explique ou attends je t'appelle parce que là je comprends pas bien le problème. Donc ça c'est la partie et là ça change, hein, ils sont deux donc ça change. C'est du support. On gère la disponibilité pour répondre rapidement. Ouais. Et puis après, de l'autre côté, où c'est des problèmes moins simples, entre guillemets, ou plus stratégiques, voilà, dire tiens, c'est l'anniversaire de ma marque, j'aurais bien envie de faire quelque chose, mais je sais pas trop. Et puis tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire en stratégie de fidélisation? Et puis là, on a vraiment une équipe projet. Et là, c'est tout le temps la même personne, évidemment, qui connaît le truc. Donc, effectivement, donc, et gère plusieurs clients, mais voilà. Et c'est aussi cette équipe-là qui les accompagne dès le début. En fait, il y a toute la partie, ce qu'on appelle l'onboarding, donc le lancement de projet. Oui, prise en main de l'outil. Voilà, exactement. Prise en main de l'outil, mise en œuvre de l'outil, les petites problématiques techniques de démarrage, qui est gérée par aussi la même personne. Vous êtes 25. Est-ce qu'on peut communiquer sur un volume de chiffre d'affaires aujourd'hui ou pas, non? On fait 1,7 million, je crois. 1,7 million, et c'est du coup que sous forme d'abonnement. C'est que sous forme d'abonnement. Donc en fait, c'est du service si on veut, quoi. C'est-à-dire que c'est que des choses que nous on produit en fait. Bien sûr. Mais donc c'est entre guillemets 100% de marge brute, quoi.
Oui, et bah, carrément. Et tu as un engagement quand tu signes un client, il est engagé pour une durée? Ouais, alors en fait, il s'engage, il est automatiquement engagé sur un an parce en dessous d'un an, tu fais rien. Ça sert Quoi. à Enfin, rien, ça sert ouais. à rien. Ok. Donc, enfin, nous, on essaye d'aller dans le sens du client. Donc, à un moment, il y a Bah, des bien clients qui sûr. disent ah ouais, mais moi, je veux pas m'engager. Ok, bah, il y a un tarif sans engagement, mais il est plus cher. En fait, ou alors celui sur un an est moins cher que le tarif. Voilà. Donc, Ouais. et puis sur le même principe, bah, si moi, ça m'intéresse d'avoir des clients qui sont engagés sur 2 ans. Donc, du coup, bah, Mm. il y a aussi des tarifs sur les engagements 2 ans. Quoi. Ce qui Donc, est on fait une logique. petite remise. C'est un petit peu le principe. C'est quand même super parce que, bon, beaucoup de départs clients? Enfin, d'après ce que tu me racontes, je Ouais, vois ouais, pas. bien sûr. Alors oui, oui, régulièrement, parce qu'au bout d'un moment, soit le client il n'arrive pas à mettre en œuvre dès le début. Les clients ont souvent des problématiques de temps et de disponibilité pour utiliser les outils. D'accord. Donc non, non, ça fait partie des indicateurs qu'on suit de façon extrêmement importante. En fait, nous, dans tous les business d'abonnement, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est ce qu'on appelle le MRR. Oui, j'ai entendu Donc parler. le Vas-y. monthly recurring revenue. Donc Ok. le revenu récurrent, en fait, c'est le montant des abonnements mensuels. Ok. Et tout tient à ça parce que le mois d'après, j'aurai la même chose quasiment. Et en fait, le quasiment, ça tient à deux autres indicateurs. C'est le montant d'acquisition, donc ce que les nouveaux contrats que les clients, que les commerciaux Ont été cherchés. signent, Ok. et le churn. Donc le churn, c'est la perte de clients. Ok. Donc voilà, c'est ça tout le business tient sur ces trois indicateurs en fait. C'est vraiment, enfin, Les fameuses KPI, c'est ça, c'est voilà, hein, c'est qu'on suit. des indicateurs clés, KPI, ouais, c'est ça. Ok. Et enfin, si tu fais un modèle sur abonnement et que t'as pas ça, c'est même pas la peine de faire un modèle sur abonnement. T'as pas compris ce que c'était un modèle sur abonnement, quoi. Ok. Donc très très simple. Le MRR, le revenu récurrent tous les mois qui doit grandir Ouais. et qui doit grandir grâce à une acquisition forte et un churn faible. Voilà. Oui. Logique. Ok. Ça donne une super visibilité pour tes investisseurs, ça du coup, Oui, non? mais bien sûr, évidemment. Enfin, Bah oui. c'est tout l'objectif du truc. Ouais. Du coup, après cette première levée en 2012, si on suit ce modèle, j'imagine que la deuxième levée arrive assez facilement ou... Alors oui, tout à fait. En fait, à partir en fait, c'est alors sur les premiers investisseurs, on avait notre fonds et on avait deux business angels Ouais. plus BPI qui nous avait prêté un petit peu d'argent en plus. Donc à un moment, notre fonds d'investissement nous a dit, alors je sais plus quand, au bout d'un an et demi, il nous a dit bon bah là ça marche pas trop mal votre histoire, mais il va peut-être falloir accélérer un petit peu. D'accord. Et donc, bah, on est parti là-dessus. Et puis on a relevé de l'argent auprès d'eux. Ils nous ont redonné de l'argent. Donc, on a repris 900 000 euros à ce moment-là, donc pour un total de 1,2 million. Ok. Alors, il y a tout le temps le petit piège. Nous, on avait demandé genre 1,2 million à l'origine, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, les investisseurs veulent toujours que tu sois plus optimiste, plus ambitieux dans ton business plan, mais veulent tout le temps te donner moins d'argent. Donc, D'accord, c'est le jeu. ouais, mais alors, oui, mais c'est le jeu, mais en même C'est temps, chiant, il faut ouais. savoir résister. Et on l'a peut-être pas fait non plus. C'est-à-dire que tu demandes 1,2 million, t'obtiens 900. T'obtiens 900, sauf que tu avais prévu de faire 2 millions et ils t'en demandent 3. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils t'en donnent moins et ils te montrent les Ils veulent objets. plus. Ouais, Ouais, ouais. ok, d'accord, classique. Donc, Ouais. voilà, il faut savoir défendre ses options parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on fait un plan, on réfléchit à son plan, quoi. Enfin, on essaye tant que possible de faire des prévisionnels qui correspondent à quelque chose. Ouais. De réaliste et à un moment bah, on peut dire oui ok on va faire plus, mais enfin dans Excel c'est vite fait hein, de mettre un petit pourcentage en plus quelque part et puis d'un Ouais. seul coup la courbe elle va se relever vaillamment, mais c'est pas comme ça que ça marche en vrai. Non. Et donc bah voilà, faut essayer d'être assez ferme sur Ces indicateurs-là. ces indicateurs et défendre son truc. Ok. Et on peut difficilement faire plus avec moins, ça marche pas trop. Ouais. Ça marche pas trop. Logique. Donc en tout, vous avez fait combien de levées On en a fait deux en fait. Que On a deux fait que deux, ouais, Ok. tout à fait. Que deux. Et alors, si j'ai bien compris, il y a un moment où il y a une exit qui se fait, non, Alors, c'est ça? avant, il y a un petit truc qui est quand même super intéressant dans l'histoire. Enfin, pour moi, qui était une des difficultés rencontrées dans la croissance. Ouais. Parce qu'en fait, de croître, c'est compliqué. C'est très compliqué, quoi. Donc, Pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui est dur? il y a plein de petits écueils. Au fur et à mesure, il y en a plein. Il y a des trucs. Et là, un des gros qu'on a eu, c'est que quand on a fait la deuxième levée de fonds, en gros, on est passé de 6 salariés à 16 salariés en 2 mois. Ok, j'ai compris.
Et là, il y a un vrai seuil, en fait, sur une dizaine de salariés. Et une entreprise ne fonctionne plus du tout de la même façon. Et en fait, ce qui fonctionnait de façon implicite, tranquille, cool, machin, etc., ça ne fonctionne plus du tout. D'accord. Ça ne fonctionne plus du tout, il faut le savoir, et il faut savoir qu'il va falloir s'organiser en conséquence. Donc nous, d'un seul coup, on a eu des nouveaux salariés, ok, bon, ça commence, ça démarre, tout ça, puis on se rend compte que l'engagement n'y est plus du tout, que les gens comprennent pas ce qu'ils font, qui sont pas engagés comme les premiers. Alors, limite, c'est normal, ils n'étaient pas là avant, mais du coup, il va falloir les réembarquer, etc. Donc à ce moment-là, C'est le on a fameux fait onboarding, c'est ça, où tu processes un peu les choses, où tu essaies Ouais, non, c'est beaucoup plus profond que ça en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir passer d'une culture implicite à une culture explicite. C'est-à-dire que tout ce qui se faisait avant, qui se transmettait de façon informelle dans l'entreprise, Ouais. tu vois, les valeurs, les objectifs, la vision, etc. Il va falloir l'écrire, il va falloir la dire, il va falloir l'expliquer. D'accord. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là, on a changé de marque, on a laissé tomber Spread Button, on est passé sur Spread, mais c'était une petite évolution du produit aussi qui correspondait. Et puis à ce moment-là, on a écrit les valeurs de l'entreprise, ce qui nous motivait, on a écrit vers où on voulait aller, on l'a expliqué, C'est la naissance du poulpe qu'on avait vu, Ouais, c'est ça, exactement, ouais, D'accord, tout à fait. ok, Ouais. j'avais pas C'est compris. le gros branding en fait, ouais, tout ça. Et donc sur les murs en haut, il y a des valeurs qui sont marquées, qui sont vraiment ce qui était essentiel pour nous. C'est entre guillemets, quelqu'un qui se réfère à une valeur ne pourra jamais se tromper dans ce spread. Voilà. Ok. On lui reprochera jamais. Ok, ouais, bien sûr. Alors il y a de quoi faire, hein, mais voilà, mais c'est vraiment ça. Et donc du coup, nous on a fait un séminaire, on a écrit ensemble les valeurs, on a retracé l'histoire, on a fait un disclosure sur le changement de marque, etc. Alors je crois que tout ça est disponible sur le blog, hein. Il y a un blog sur le blog il y a des choses. Ouais. Sur la page recrutement, on a nos valeurs. Notamment. Ouais, d'accord. Ça c'est super intéressant pour les gens qui peuvent écouter, parce que ce que tu dis là, le seuil là, de passer de 6 à 16, je pense que Mais c'est partout. Hein. Moi, partout avec quand j'en parle, en fait, la croissance, il y a un vrai cap. Okay. Il y a un vrai cap et du coup il y a une nécessité de mise en place. Alors il ne faut pas se tromper, c'est pas qu'il faut du management en fait. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout du management, mais c'est écrire d'autres choses. Et il y a des gens qui se trompent en disant mais on va mettre des managers, ça va rouler. Pas du tout, c'est pas du tout le sujet. Quoi. Non, c'est plus profond que ça. Ouais, c'est beaucoup plus profond que ça. Okay. Je pense que vraiment le besoin de manager, il est beaucoup plus loin. Je sais pas, quand on est à 40, 50. Des seuils qui vont être différents. Plus costaud, ok. Olivier, on a vachement avancé dans le temps. Il y a déjà, je sais pas combien de temps nous reste, parce que tu as aussi une journée après à assumer. Ça va encore. Mais... Ça va encore. Bon, peut-être qu'on se reverra une prochaine fois dans quelques années pour reparler de la suite. Quelques petites questions. Ouais, donc. Il y a eu quelques pivots, mais des pivots doux en fait, si j'ai bien compris. Oui, en fait, on s'est recentré sur des morceaux en fait de soit parce que on voyait que c'était une demande de nos clients, soit parce que le marché nous poussait dessus. Ouais. Par exemple, la petite histoire du bouton au début où on récompensait, on a un petit peu pivoté. C'était le premier pivot parce qu'un jour, il y a Mildred de Facebook Palo Alto qui nous a écrit. Je me rappelle très bien, c'était avant un week-end du 15 août. J'étais en vacances et il nous a dit non mais votre truc c'est vachement bien. Alors ça fait ça et dans ce cas-là ça fait ça, mais en fait vous n'avez pas le droit. Donc vous avez 48 heures pour changer le fonctionnement de votre application, sinon à la ferme. Donc là c'est Red Alert. Okay, très bien. Très bien. Donc ça donc du coup on a pivoté déjà une première fois et on avait un salon en septembre, on a eu le salon du e-commerce, donc en un mois on a complètement changé le produit. Enfin on a recentré sur autre chose, donc c'est là où on est parti sur la partie CRM. Et puis voilà, au fur et à mesure on a légèrement pivoté au fur et à mesure. Et maintenant par exemple les réseaux sociaux, tout le monde a entendu parler de Cambridge Analytica, la fuite de Facebook, tout ça, etc. Depuis, tous les réseaux sociaux ont complètement verrouillé l'accès aux données. Donc, avant, Spread captait beaucoup de données sur Facebook, qui étaient des données assez intéressantes pour qualifier le client, etc. Maintenant, on ne peut plus. C'est juste plus possible, donc il y a beaucoup moins d'intérêt d'utiliser les réseaux. Puis l'arrivée du RGPD aussi, si on a le temps d'en parler un petit peu, mais ça a dû faire une petite révolution dans votre... Non, pas tellement en fait. Non, nous on était vraiment déjà dans le sens du RGPD sur le respect de la relation client, construire une relation client de qualité, etc. Donc pour nous, on a vraiment été à fond dedans et on a mis en place des choses. Ça n'a pas changé énormément de choses en fait. Et la collecte des données quand même, non? Parce que Ouais, mais c'est pas un vrai problème. C'est pas un vrai problème, non. En fait, il faut juste...
L'idée du RGPD, il y a quelque chose que les gens comprennent assez rarement, c'est que quand on collecte des données, il faut expliquer au client la finalité. C'est-à-dire, le mot RGPD, c'est finalité, et concrètement, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire de ces données-là. Ok. Et on lui demande l'autorisation de faire ce qu'on a prévu de faire. Voilà. Donc, si on veut collecter son adresse postale pour lui envoyer un courrier avec les promotions, on lui dit voilà, on vous prend votre adresse postale. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'utilise pour vous envoyer un courrier? J'ai compris. Voilà, c'est ça le truc. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, on a pris son adresse pour faire une facture. Donc ça, la finalité, c'était pour faire une facture et on va l'utiliser pour faire lui envoyer un courrier dedans. Ça, c'est pas légal. Non, d'accord. Ouais. Ça, Tu annonces ce que tu vas faire avec la donnée. Donc il faut être très clair dessus. Par exemple, souvent, maintenant, on vous demande ton numéro de téléphone portable pour le tracking de livraison. Bah, ils ont pas le droit de t'envoyer une promotion par SMS. D'accord. Ils doivent te demander une autre autorisation, une autre finalité. Voilà. Donc, et ça se gère très bien, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas encore au point, quoi. Ça, c'est clair. C'est ce que tu disais, c'est les fameux opt-in dont je crois que tu parlais. Hein, c'est ça. Alors ça, avant on parlait d'opt-in, mais ouais. Moi, j'utilise plus du tout le mot opt-in. D'accord. Parce que l'opt-in avait une connotation générique, c'est-à-dire tu donnes ton numéro de téléphone et il est opt-in et en gros tu peux l'utiliser pour tout ce que tu veux. Et ça, c'est fini justement. On ne peut plus l'utiliser pour tout ce qu'on veut. Okay. Il faut l'utiliser. Enfin, il faut demander une autorisation pour chacune des finalités de ce qu'on veut en faire derrière, quoi. Ok. Sujet RGPD vu. On va avancer sur d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Ouais, alors, si tu peux du coup nous parler peut-être de cette fameuse exit qui a eu lieu, comment ça se passe? Alors, c'est pas une vraie exit en fait, mais donc c'est notre fonds d'investissement qui a fait une exit en fait. D'accord, oui, c'était l'heure pour lui de sortir, voilà. C'est ça? Alors en fait, il faut savoir que quand on a un investisseur, ils ont tout le temps un objectif. Oui. Et l'objectif n'est jamais raccord avec l'objectif de l'entreprise, parce que chacun a ses propres objectifs personnels, ce qui est normal. Oui. Mais quand on le dit, c'est beaucoup mieux. Oui, tu as raison. Et d'ailleurs, chaque type d'investisseur va avoir des objectifs différents. Encore une fois, c'est aussi très important de le savoir par rapport à ce qu'on va leur présenter, ce sur quoi on va insister. Donc il faut y penser. Donc le fonds d'investissement, à ma limite, à un moment, un fonds d'investissement fonctionne en fait en créant des fonds, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher chez d'autres personnes quelques dizaines de millions et ils vont dire donc ces dizaines de millions vous nous les donnez pour je sais pas 7 ans par exemple, 7 ans, 10 ans, 5 ans, enfin pour 7 ans et à la fin dans 7 ans on vous les redonnera avec plus temps. Voilà. Donc, et entre-temps, nous, on s'occupe de les investir dans des startups, par exemple. Intelligemment et tout. Oui, bon, il y a tout un tas de contraintes, mais sur le principe, c'est ça. Donc, on les investit dans des startups. Donc, à un moment, de toute façon, il va falloir sortir. Ou alors, il va falloir changer de fonds. Donc, tout peut se faire. Mais dans la vie d'un fonds d'investissement, ils ouvrent aussi d'autres fonds. Donc, nous, on était sur le fonds d'amorçage 1. Et en l'occurrence, Go Capital a ouvert un fonds d'amorçage 2. D'accord. Et comme toute entreprise, ils ont besoin de montrer des succès. Oui. Et en l'occurrence, nous, on était la seule start-up, entre guillemets, bankable dans leur fonds d'investissement à ce moment-là. Et donc, ils nous ont sortis, enfin, ils voulaient nous sortir pour ces raisons-là, en fait. Bien sûr. Pour dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'un exemple de dire que je sais faire mon métier et donc Spread, bon alors ça a l'air d'être le moment et on va le faire en fait. Et donc voilà. Donc du coup, ils ont cherché quelqu'un pour racheter Spread. Ouais. Alors évidemment, on est acteur dans le truc, hein, parce que sans les fondateurs, ça marche pas. Oui. Et on a trouvé un nouveau partenaire dans le groupe Visiative, donc cette fois qui est un éditeur de logiciels, qui est plus du tout un fonds d'investissement, où l'objectif c'est de faire de la croissance en se basant sur la base client du groupe, etc. Alors c'est plus long que prévu, mais ça fonctionne quand même et il y a une vraie logique par rapport à ça. Donc techniquement c'est eux qui donnent l'argent du rachat, enfin de la sortie du fonds, en fait, c'est ça c'est des actions, hein, donc Visiative a racheté l'intégralité des actions de Go Capital et de tous les actionnaires secondaires aussi. D'accord. Tous les autres actionnaires, il n'y a que les fondateurs actionnaires, c'est-à-dire Virginie et moi, qui sommes restés. Donc Benjamin et Isa sont sortis à ce moment-là. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà, donc du coup moi je suis toujours actionnaire de la même façon qu'avant. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc moi je ferai une exit un jour, mais pas encore. T'as pas pris tu prends pas de cash à ce moment-là?
Ah, tu prends pas de cash au moment de. Non, du tout. D'accord. Alors ça dépend, peut y avoir des cas où on prend du cash, mais là en l'occurrence, nous, on n'a pas du tout pris de cash. D'accord. Toi, t'as une promesse Ouais. sur le futur, c'est ça Exactement. peut-être? Ok. Exactement. Euh, En fait, je- il y a tout un tas de mécaniques derrière. Ce qu'on appelle les earn-out. Ouais, alors En l'earn-out, anglais. c'est une période dans laquelle tu peux pas, où tu perds de l'argent si tu sors. Ouais. Et à la fin, effectivement, t'as tes promesses d'achat et tes promesses de vente, en fait. Donc, Ok. enfin, après, on rentre dans des trucs qui sont super techniques, que D'accord. même moi, j'ai un peu de mal à maîtriser des fois. Ouais. Mais effectivement, tu lis des trucs et puis après, tu te rends compte que tu n'avais pas bien compris. Enfin, il y a tout le temps des trucs comme ça. Mais bon, ton avocat aussi n'avait pas bien compris. Enfin, bref. Mais donc, sur le principe, en général, effectivement, tu as tout le temps des promesses d'achat et des promesses de vente. Donc, ce qui veut dire que moi, j'ai le groupe qui a fait une promesse d'achat. Donc, au bout d'un certain temps, je peux leur demander de m'acheter à un prix avec des barèmes, tout ça qui sont définis d'avance. Et à l'inverse, au bout d'un certain temps encore plus long, Visiatif peut me forcer à vendre. Voilà. D'accord. C'est des mécaniques comme ça qui sont assez fréquentes, quoi. Est-ce que ça change quelque chose dans ton exécution au quotidien, la Alors, présence moi, de ce pas du groupe? tout. D'accord. Mais en fait, là, je pense que ça dépend complètement des mécaniques. Aujourd'hui, nous, on est sur un marché qui était pour le groupe un petit peu une ouverture sur des business. Le groupe est beaucoup plus basé sur de la relation avec des industriels, des entreprises de services, etc. Ils sont lyonnais, c'est pas ça? Ouais, non c'est des Lyonnais, mais ils sont sur toute la France en fait. D'accord. Quoi. Ouais, le gros est sur Lyon, mais il y a plusieurs pôles. Il y a un pôle édition de logiciels, il y a un pôle revente de produits d'assaut, notamment SolidWorks, qui est un logiciel 3D. Oui, Il y a un pôle conseil, il y a un pôle hébergement. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont autour de ça, tout le temps essentiellement autour de l'industrie. Mais dans l'industrie, ils ont des fabricants qui sont des retailers, par exemple, Petit Bateau est client chez le groupe Visiative, alors que c'est une marque B2C. Et ils sont clients aussi chez nous. Voilà. Enfin, d'accord. Et avant. Déjà avant oui, ça, avant que vous. Donc, en fait, pour le groupe, c'est un peu une ouverture sur cet univers-là, à la fois sur l'univers marketing et sur l'univers du retail et de l'univers B2C. Donc, du coup, on est très indépendant. Et puis c'est aussi, ils ont créé aussi un modèle qui s'appelle un modèle entrepreneurial, donc dans l'idée de grossir en faisant des acquisitions, en laissant les gens piloter, quoi. Voilà, clairement, c'est vraiment le bon sens là-dedans, quoi. Oui, bien sûr, parce que déjà une acquisition c'est toujours compliqué, une intégration d'une filiale c'est toujours compliqué, donc voilà, là ils se laissent beaucoup plus de temps et on a des objectifs communs, etc. Et c'est super intéressant, quoi. Qui les trouve? C'est toi qui les trouve? Ça, c'est vous les associés qui allez chercher Visiative? Alors non, tu passes par, enfin tu pourrais, hein, mais c'est beaucoup trop compliqué. Puis encore une fois là, c'est comme un process de levée de fonds, hein, donc d'accord. c'est 6 mois, 8 ans. Okay. Donc, non, nous on est passé par un leveur de fonds en fait, hein, qui font des boîtes qui font aussi de l'acquisition. Type Adair Finance. C'est les mêmes choses. Voilà. Donc là, nous on est passé par une boîte qui s'appelle ICAP. Donc ils te préparent tous les dossiers, ta présentation, ils t'organisent les rendez-vous, ils contactent les boîtes qui peuvent t'intéresser, etc. Donc là, on a fait je sais pas, une 7 ou 8 rendez-vous, quelque chose comme ça. À la fin, on en avait 3 qui étaient bien intéressés. On a dit non à un n'a pas été plus loin et on est parti avec Visiative. Ok, d'accord. Ok. Donc ça s'est bien passé. Ça a été assez vite, effectivement, en 6 mois c'était bouclé. Mais voilà, c'est quand même encore une fois des moments intensifs. Ouais, c'est comme une levée de fonds, c'est exactement pareil. On va finir sur des petites questions de fond assez importantes. À mes yeux, pourquoi c'est toi le patron, le CEO chez Spread? Alors, à part des raisons historiques, ouais. Je pense que le rôle du CEO, c'est quand même porter les valeurs et voilà, arriver à faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens et donner une vision, un optimisme et quelque chose qui emmène les gens. Je pense que ça, c'est le côté important. Et une vision globale de la problématique, quoi. Et mon côté à la fois technique, à la fois commercial, marketing, je pense que c'est super important. Ça lie les deux, quoi. Voilà.
moi aujourd'hui, je peux encore discuter de tout avec mon CTO. Oui. Bon, et après, il y a entre guillemets, ce que j'appelle des détails techniques qui ne sera forcément pas d'accord. Oui. C'est pareil. Et voilà, je suis une culture. Un de mes anciens boss, qui s'appelle Jeannot, je parle souvent de Jeannot, et il me disait dans la vie, tu as deux choix. Soit tu deviens expert, et dans ce cas-là, tu connais de plus en plus de choses, enfin, de plus en plus de choses sur de moins en moins de thèmes. Ouais. Tu vois, tu fais une pointe comme Ouais, ça. bien sûr. Ouais. Ou alors tu deviens manager et c'est connaître de moins en moins de choses sur de plus en plus de thèmes. Ok. Voilà. Donc, tu Expert étales ton ou truc. manager. Ouais. Voilà. Et effectivement, ta culture doit te permettre enfin, au fur et à mesure, alors il faut avoir une vraie curiosité, quoi, mais de comprendre un petit peu l'ensemble des problématiques et de faire le tri dans ce qui est important et ce qui n'est pas, quoi. Enfin, ce qui est du détail et ce qui est crucial. Est-ce que tu as eu beaucoup de mentors? Parce que tu nous parles de Jeannot. Est-ce que tu en as eu? Non, pas vraiment. Je n'ai pas eu de mentor vraiment marqué, attribué. Plus des rencontres, des discussions. Moi, j'aime bien aller picorer un peu des avis et des expériences un petit peu partout. Et je pense que c'est important. Ok. Et systématiquement tout remettre en cause. Ok. Surtout soi-même. Alors ça, oui. Voilà, surtout soi-même. Ouais. Ouais. Non, ça je pense que il y a plein de trucs que je sais qu'il faut faire attention, mais j'ai absolument aucune certitude sur quoi que ce soit, quoi. Voilà. Ok. Et j'ai deux, trois. Je dis toujours quand il y a quelqu'un qui dit, je dis toujours non. Alors il faut jamais faire confiance à son comptable. Et je sais plus, j'ai un deuxième conseil. Non. Et j'avais un deuxième conseil, mais je sais plus ce que c'était. Ok. Je dis tout le temps, il y a deux trucs sur lesquels ça m'embête de ne pas retrouver ce deuxième. Bah tant pis. La confiance au comptable, je partage. Ouais, Il faut pas. ouais. Il faut pas. Ouais. C'est quoi le moteur profond? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est Bah, crevant. tiens, tu vois, c'est vrai qu'on a parlé des associations, etc. Ouais. Un petit peu au début que j'avais monté et sur lequel j'avais bossé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement le même moteur. C'était l'idée d'être acteur dans la société, en fait. Voilà. D'accord. C'est ma façon d'être acteur dans la société et de faire quelque chose. Créer une entreprise, voilà. C'est juste. D'apporter C'est quelque chose. entre guillemets, juste ça, quoi. C'est ma petite pierre à l'édifice de la société. Mais alors, dans quel sens? Au sens où tu apportes une sécurité, un cadre de travail à 25 personnes, ou dans le sens où tu apportes un produit Mais qui va faire c'est du bien au business? Global. C'est tout, si tu veux. Tout ça? C'est D'accord. tout ça. C'est tout, effectivement. Donc, moi, l'idée, c'est, effectivement, là, déjà, il y a 25 personnes qui travaillent Ouais. et j'espère dans de meilleures conditions qu'ailleurs. Donc, voilà, je pense que faire des choses intéressantes, apprendre tout ça, enfin bon, bref, Ouais. un petit peu tout. Donc, déjà, c'est pas neutre. Ensuite, effectivement, du côté produit, dire, bah voilà, on sort quelque chose et notre objectif, c'est quand même de faire progresser les entreprises en termes de relations clients. Donc, aller dans le bon sens, arrêter de prendre les gens pour des pigeons, enfin des trucs, Bien sûr. arrêter la pression commerciale idiote et en même temps les aider eux à développer leur business, donc aussi leur permettre d'être aussi eux-mêmes des acteurs plus importants dans la société, voilà, un petit peu tout ça, tu vois. Ok. C'est un petit peu global et c'est au sens très large. Mais c'était un petit peu la même motivation, effectivement, quand j'ai créé des associations, c'était dire, bah tiens, on embarque des gens ensemble, on fait des trucs, voilà. La notion d'équipe, un peu, enfin, est importante, non? Si je Oui, comprends bien, bien parce sûr, que. bien sûr, ouais, Ok. oui. Ouais. Mais en fait, l'équipe, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y ait des gens qui fassent des choses. Voilà. Ok, c'est un moyen. Ok, j'ai compris. Ouais, exactement. Ok. Bah écoute, super tout ça. Attends, je reprends mes petites notes pour être sûr que j'oublie pas quelques petites questions qui me plaisaient bien, que j'avais pu noter. Encore une fois, c'est ma première fois, ma première interview. Alors, c'est des questions que j'ai peut-être été piquées à des gens, mais que je trouve pas si mal. Est-ce que tu as des petites routines dans ta vie pro? Alors, un truc essentiel que j'ai mis très très longtemps à apprendre et à intégrer, d'ailleurs j'ai fait des vidéos dessus, c'est la gestion du temps. Oui, j'en ai vu passer ça. C'est Ouais. le seul truc qu'on apprend nulle part. Ouais. Donc aujourd'hui, on t'apprend à faire du management, on t'apprend à faire des choses techniques, etc. Mais à t'organiser toi-même, on t'apprend jamais, quoi. Oui. Et pour moi, c'est clé. Voilà. Oui. Mais c'est juste un truc hyper important, quoi. Donc, si tu n'es pas capable de t'organiser, tu n'arriveras jamais à faire ce que tu veux dans ta vie, quoi.
Donc, moi, ma routine, c'est effectivement ça. J'ai un certain nombre de choses que je fais. Et tiens, par exemple, le matin, non, la veille, première chose que je fais, c'est que je regarde mon agenda, ce que j'ai de planifié. Demain. Le jour même, je regarde ma to-do list. Ouais. J'ai une to-do list qui est parfaitement gérée. Enfin, Tous les jours, pas- tous les tous matins, jours. tu te lèves, t'as une Bien sûr. to-do list? Ouais. Ah ouais. Mais en fait, elle sort de la veille, hein, D'accord. avec des choses qui sont programmées, etc. Ouais. Tous les lundis, je planifie tout ce qu'il y a dans ma to-do list. D'accord. C'est-à-dire que j'ai tout un tas de choses. Alors, je priorise. C'est-à-dire que j'ai des choses, mais il y en a évidemment beaucoup trop. Donc, à un moment, je mets des priorités. Je dis, OK, bah ça, va falloir que je le gère cette semaine. Ça, c'est super important. C'est un dossier sur lequel je veux travailler impérativement, qui est crucial pour l'entreprise. Donc, je vais prendre le temps de le faire. Ok. Ça, c'est pas important pour moi, mais un tel, pour lui, c'est beaucoup plus important et il va le gérer bien que mieux que moi. Je le délègue. Ok. Ça n'a absolument aucune importance pour l'entreprise, pour moi, pour personne. Je le mets à la poubelle. Ok. Voilà. Mais au moins, tu fais des choses qui sont volontaires, réfléchies par rapport à des choses que tu. Ouais, tu réagis pas bêtement à un truc, Complètement. quoi. Ouais. Et un truc qui me rend fou la plupart du temps, c'est que les gens utilisent leur boîte email comme étant une to-do list. Et donc ils disent tiens je reçois trop d'emails, je sais pas gérer machin et je gère pas. Et en fait tu prends les trucs, ça arrive, tu gères au fur et à mesure que ça arrive. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc moi par exemple ma boîte email, je tends vers une boîte email où il y a 0 email dedans. C'est-à-dire qu'un email, soit je réponds tout de suite. Soit ça n'a aucune importance, je le classe, soit il y a quelque chose à faire et je le mets dans ma to-do list. Ok. Donc normalement ma boîte email est vide. Je te la montre pas parce qu'elle est pas vide. Ok. J'ai pas bien bossé. Il n'y avait pas de lundi cette semaine, donc Oui, bah voilà, c'est ça, la clé est là. ça m'a foutu le rythme en l'air. Mais voilà, donc pour moi ça c'est vraiment ma routine sur laquelle je me tiens depuis quelques années et c'est essentiel et j'aurais dû le faire avant quoi. Donc je récapitule, la veille pour le lendemain, un petit coup de lecture de l'agenda pour pour se caler, voilà, ses dispos, voilà. machin, etc. Tous les lundis matins, rédaction des to-do list de la semaine. Ouais. Et tous surtout les planifier la to-do list. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu te réserves pas du temps pour travailler sur les sujets qui sont importants, Oui. tu travailleras jamais dessus. Oui. Et fermer son calendrier aux autres. Ah, enseignement, je prends ça aussi. Ok. Et j'ai fermé mon calendrier parce que sinon c'est open bar et tout le monde te colle des réunions, te met dans des sujets, etc. quoi. D'accord. Voilà, donc ça c'est et c'est lié à un challenge du manager qui est pour moi aussi le plus gros, qui était un de mes plus grosses difficultés, c'est savoir déléguer. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est juste essentiel, surtout quand tu es dans. Bah voilà, tu commences 3, tu délègues pas, tu fais tout. Hein, donc, et puis après, bah voilà, faut savoir déléguer. Et ça, c'est. Enfin, moi, j'ai eu un mal de chien. Comment tu t'es soigné là-dessus? C'est à coup de fouet. Non, mais c'est très compliqué. Ouais. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que. Je pense que tout le monde, on a une envie de perfection, entre guillemets. Enfin, je suis encore assez raisonnable là-dessus, mais on considère que si c'est pas fait comme nous on l'aurait fait, c'est pas bien fait. Okay. C'est surtout ça en fait. Et en l'occurrence, à un moment, il faut accepter que ce soit fait différemment. Et à partir de là, tu peux faire confiance. Lâcher prise un peu là-dessus, quoi. Complètement. Ok. Complètement. Dire voilà. Et puis après, tu te raisonnes, tu te dis, bon, de toute façon, je choisis. Soit c'est fait pas comme je voudrais, soit c'est pas fait. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Oui. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc c'est une des valeurs de spread, hein, celle-là. Ouais, moi aussi, je me dis tous les jours celle-ci aussi. Donc voilà, vaut mieux que ce soit fait peut-être pas aussi bien que si c'était moi qui l'avais fait. Enfin. Et encore, je dis peut-être parce qu'en fait, c'est souvent fait différemment, mais c'est pas pour autant que c'est mal fait. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment une lutte. Je pense que chez tous les managers et tous les managers en devenir etc. quoi. Tu fais un peu de sport, tu viens en vélo, d'après ce que je vois. Ouais, alors je suis passé depuis pas longtemps en vélo, mais c'est non, je fais assez peu de sport. Moi, je suis peu sportif. Peu sportif.
j'en ai fait un petit peu, j'ai un peu couru, j'ai un peu été à la salle. Et effectivement, en ce moment, je viens tous les jours en vélo. Donc j'ai prévu de faire un petit truc sur Twitter. J'ai passé les 2222 km. Beau, Voilà. très beau. Et en fait, c'est assez facile. Et tu y prends très très vite goût et tu comprends vite que tu gagnes du temps en fait. Donc je voulais faire un truc. Je crois que je vais le faire. Je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. L'influence du vélo taf. Ouais. Donc aller en vélo au travail sur l'entrepreneur. Sur l'entrepreneur, c'est carrément drôle. intéressant. Et sinon, je fais aussi un truc assez marrant, c'est je fais du yoga. Alors, et vas-y, par-en. Il y a un fort lien entre la méditation et le yoga. Je suis parti aussi sur la méditation. Mais tiens, quand on a fait la première levée de fonds pour résister un peu à la pression, j'ai fait un truc sur la méditation, un programme qui s'appelle MBSR, qui est lutte contre le stress grâce à la méditation. Donc, pour tous ceux qui ont des vrais problèmes de stress, c'est hyper intéressant. Ça, franchement, je vous conseille de regarder MBSR. Mais je pense que je vais y venir, moi, parce que c'est un programme assez intéressant. MBSR, ok, je vais réécouter, je le mettrai en note. Tu mettras en note, tu regardes. C'est un truc, bon, c'est très connu, il y en a plein, hein, il y a des gens qui font ça. Okay. Et en fait, la méditation, alors maintenant, je médite beaucoup moins, mais ça c'est plus ancré dans mes pratiques globales. Et par contre, j'ai fait en complément du yoga, le yoga est très très lié à la méditation. Donc je vais faire un peu de yoga et ça me permet à la fois d'un peu de reposer la tête sur le côté méditation et en même temps de détendre le corps, et ça c'est vachement intéressant, quoi. T'as un slot matin, soir pour ça ou... En fait, je suis très irrégulier sur tout ce que je fais hors boulot. Okay. Donc non, j'y vais en général entre midi et 2 une fois par semaine, mais je voudrais bien y aller 2 fois par semaine. Mais c'est vachement intéressant. Moi, franchement, je conseille à tout le monde. Je prends. Tu sais, quand t'as les petites contractures, machin, ouais. tu détends, tout ça, c'est génial. Moi, par exemple, je fais énormément de bagnoles. Je suis sur la partie commerce exclusivement, donc un peu de pression de chiffres aussi. Je pense que le yoga est dans mon futur. Faut juste que je le vote. Non, mais je vais faire de la pub à mon studio de yoga qui s'appelle Yogart, qui est en centre-ville. Voilà. Ok, Yogart. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'ils ont des séances à toute heure, machin, etc. Donc c'est vachement intéressant. Est-ce que, c'est une question que j'aime bien, est-ce que tu aurais des petites médiocrités acceptables ? Par exemple, moi, si je t'en cite une, j'ai une petite tendance à procrastiner des tâches administratives qui me gonflent. En fait, tu dois le connaître, Jean de la Roche-Brochard, qui a tout un speech que j'aime bien et qui dit en fait pour progresser, il faut déjà se mettre devant la glace et regarder ses médiocrités. Et dire bon bah ça je peux pas le changer, je l'accepte mais tant pis, c'est trop profond. Et puis tel truc, je sais pas, je suis en retard régulièrement de 4 minutes à tel endroit, c'est gonflant, je peux le changer, je le vote, je le décide, j'arrête. Faire des fautes d'orthographe dans un mail, c'est gonflant, en ce qui me concerne c'est modifiable, je peux voter de l'arrêter. En revanche, par exemple, moi j'adore travailler en mode un peu urgence. Je pense que ça changera jamais tant que j'ai pas un rendez-vous figé avec un client sur un sujet important. Exactement. C'est un peu médiocre dans l'absolu, mais j'adore ça. Mais par exemple, moi, les conférences, quand je fais une conférence ou une intervention, machin, je la prépare très très souvent à l'arrache. Mais en fait, tu te mets dans un état de super concentration et tout arrive beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement parce que tu n'as pas le choix en fait. Donc c'est un peu l'anti-procrastination, tu vois. De toute façon, tu n'as absolument plus aucun choix. Donc tu sais que tu as une pression positive et un stress positif qui fait que tu te mets dans ta bulle et tu fais ton truc et tu déroules ton truc, quoi. Donc ça c'est clair. Et comme ça, ta question elle est assez difficile. C'est ça, je t'ai pas envoyé en plus celle-ci. Je l'aurais préparé. Sinon, j'ai des idées, mais on a tous des jours sans en fait, et j'ai un peu arrêté de lutter, tu vois. Quand t'as un jour sans où t'avais prévu des trucs et que ça va pas, quoi. C'est l'expérience qui t'amène ça. C'est le fait que t'aies 48 ans, du temps d'exécution. Tu dis ok, c'est bon, on se connaît. Et puis à un moment.
la méditation amène beaucoup aussi la bienveillance envers soi-même. Enfin, c'est aussi super intéressant. important. Bienveillance envers soi-même. Je répète le concept. C'est l'un des premiers trucs que tu vois, en fait, c'est la bienveillance envers toi-même. Ok. Et donc, faut arrêter de se flageller, faut arrêter de se fouetter, faut arrêter de se faire des reproches. Voilà. Donc, et tu vois, par exemple, effectivement, il y a un jour où tu sens que ça le fait pas, et ben tu déprogrammes tout ce que tu avais faire et tu fais ce que tu aimes bien, quoi. Voilà. Ou tu fais rien. À la limite, tu vas pas bosser et puis c'est tout, quoi. Enfin, faut savoir aussi. Tu te fais un petit shoot de plaisir perso pour prendre de l'oxygène. Tu zappes le truc. Ok. Tu le reprogrammes et puis ça repart, quoi. Ok. Mais non, comme ça, j'ai pas d'idée. À part ceux que tout le monde a, quoi. Enfin, ouais, tous les petits défauts de tout le monde. Ouais, voilà. Et puis, plus ou moins, mais la question, c'est comment tu les gères, effectivement. Là, tu as complètement raison là-dessus. C'est comment tu les gères. Moi aussi, je faisais plein de fautes d'orthographe. J'en fais beaucoup moins. J'en fais encore énormément. Mais c'est des défauts. À un moment, tu te dis, allez, on va arrêter de pas faire attention. On va commencer par faire attention. Ça va déjà changer 2-3 trucs, quoi. Ouais. Et puis, quand on a un doute sur une conjugaison, on va aller voir dans le dictionnaire, quoi. Enfin, même Google, en fait, aujourd'hui, te le dit. C'est dingue. Tu tapes les débuts de mots et clac, t'as la solution. Ouais, t'as tout un tas de trucs. Donc voilà, mais effectivement, moi, enfin, je suis quelque part. Enfin, ça peut être assez. Tu vois, tu disais que j'avais un côté rassurant sur certaines choses, en technique, tout, etc. Ouais. Et en même temps, j'ai beaucoup de doutes, en fait. Mais en fait, j'utilise le doute pas pour m'auto-flageller. Ça, j'ai arrêté depuis longtemps. Mais pour me donner des occasions de progresser et d'apprendre, quoi. Ouais. Alors je crois que c'est ça qui en fait te rend à mes yeux super sympathique, c'est que comme je te le disais, alors c'était je sais pas si j'ai pris le temps de le dire sur ce podcast, que depuis que je te connais, je trouve que t'as une autorité dans mes yeux en technique qui est sincère. C'est marrant parce que je n'en fais plus de technique, en fait. Mais non, mais voilà, parce que les premiers conseils que tu m'as donnés, c'était en 2011. J'ai senti une sincérité à vouloir m'apporter la meilleure réponse possible dans le champ de connaissances qui était le tien à ce moment-là, et un engagement vraiment sincère. Et finalement, le fait que tu dises que tu as des moments de doute comme tout le monde, tu t'humanises comme tout le monde, bien sûr. Et je crois que c'est ça qui te rend du coup ultra crédible, en fait. Tu vois. Peut-être. En tout cas, dans mes yeux. On va finir quand même ce podcast parce que tu as d'autres choses à faire après. Est-ce que tu auras un contenu à recommander Ah tiens, ça, je me suis demandé. Tiens, c'est marrant. J'ai préparé les questions, j'avais pas trop d'idées. Sur les livres, il y a certainement des livres qui sont... Enfin, moi, j'adore tout ce qui est livre comment on dit, d'amélioration personnelle, tout ça. D'accord. J'en ai énormément lu. J'en lis un petit poil moins parce que je commence à avoir fait moi-même pas mal le tour des sujets, mais il y a plein de trucs intéressants. Donc on t'achète pas Human Machine de... Si, je vais le faire. Tu vas l'acheter celui-là. Ouais. Okay. Il est dans ma to-do list de trucs à acheter. Okay. Il y en a un autre, il y a celui-là, il y a Human Machine, effectivement, et il y a un livre qui s'appelle Disruption aussi, qui vient de sortir, qui est aussi un livre intéressant. Et un truc que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps qui est super intéressant aussi, c'est les Design Sprint. Il y a un livre qui s'appelle Design Sprint qui est super intéressant. Les Design Sprint, c'est en fait un processus de créativité. Voilà, face à un problème, tu t'isoles avec une équipe pendant une semaine. Oui, je l'ai. C'est méga intéressant comme process. C'est complètement Silicon Valley, ça, je crois. Ouais, bien sûr. C'est fondé par un mec de chez Google. Enfin, bon, ouais, c'est ça. Un mec qui a fait du venture capital de chez Google. Ouais. Je l'ai, je crois, le bouquin. Ouais, tout à fait. C'est vachement bien. Enfin, ça, c'est super intéressant sur tous la façon de résoudre un problème. Ouais. Enfin bon. Non, et sinon j'avais pensé. Attends, on le redit pour les gens qui écoutent. Donc Design Sprint, c'est ça? Design Sprint. Ok, je crois que j'ai le bouquin. Je retrouverai le nom de l'auteur et je mettrai ça dans la description. Non plus, mais voilà. Et puis effectivement, Human Machine et Disruption, c'est les deux livres du moment à lire. Design Sprint, il est plus ancien, quoi. Ok, ouais. Et en fait, sur les musiques, il y a un truc qui reste chez moi assez régulièrement. Alors vas-y, avec grand plaisir. Tu écouteras. C'est une chanson d'Émilie Simon qui s'appelle Il pleut. Émilie Simon, le titre Il pleut. Voilà. D'accord. Et c'est un truc qui revient régulièrement. En fait, t'as une espèce d'hésitation, un truc. Enfin, déjà j'aime bien les chanteuses. Plus un peu électro, tout ça, c'est plutôt assez cool. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'écouter ça, c'est assez intéressant. Eh ben carrément, on mettra aussi en lien. Donc ça, c'est une musique que tu t'écoutes à un moment de bonheur, de malheur, de tout ce que tu veux. Ouais, exactement. Ok. Exactement.
Un petit marqueur rassurant pour toi. Ouais, ok, exactement. ça marche. Ouais, depuis qu'elle est sortie, ça doit dater de je sais pas, peut-être pas 10 ans, mais Pas loin. peut-être pas loin. Ouais. Ok, bon, on mettra dedans Voilà, aussi. Donc c'est deux un petit contenus. truc rigolo, quoi. Eh ben, super, merci beaucoup Olivier. Bah écoute, on mettra ça dans le lien. Olivier, on va arrêter pour aujourd'hui parce que il faut quand même que tu bosses toi derrière. Hein. J'ai un rendez-vous. T'as rendez-vous. Je tiens forcément à te remercier encore une fois d'avoir été ce premier invité du podcast. Avec plaisir. C'est super sympa. Je ferai dans la description d'outro tous les petits trucs d'intendance qu'il faut sur un podcast. Ouais. Encore une fois, merci beaucoup Olivier et au plaisir de te recroiser. Ça à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez m'aider à le faire connaître en vous abonnant sur Spotify, iTunes ou Deezer. Pensez d'ailleurs à mettre 5 étoiles sur iTunes et n'hésitez pas à partager cet épisode à 2 personnes de votre entourage. Pour nous contacter, je vous invite à nous envoyer un email à l'adresse contact@castudio.fr. À bientôt.